Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ni mère ni moi. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Chloé. C'est un épisode un peu différent des autres parce que c'est quelqu'un de mon âge, donc qui est au début de sa trentaine. Elle nous partage son parcours, notamment son cheminement vers la ligature des trompes, un choix réfléchi qu'elle a pris dans sa vingtaine. À côté de ça, on parle aussi du cycle féminin, de la vision de la vie en général et des passions qui nous font avancer vers l'avenir avec confiance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci de m'accueillir chez toi. Mais merci à toi. Donc, pour expliquer un peu le sujet, mon but, c'est de mettre en lumière un peu les récits de femmes qui ont soit pas eu d'enfants, soit qui ne peuvent pas en avoir. Du coup, quand tu m'as parlé de ligature des trompes, ça m'a tout de suite intriguée parce que je connais rien. Et moi qui veux pas d'enfant, on m'a dit mais tu voudrais pas faire ligature des trompes et tout. Puis c'est pas un truc qui est venu trop sur la table, c'est pas trop une idée que j'ai en tête. Et du coup, comme on a le même âge, et que tu l'as quand même fait il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Du coup, t'avais 25. Et du coup, je me suis dit tout de suite, moi j'avais entendu des histoires comme quoi il y avait des médecins qui voulaient pas faire aux jeunes et tout. Parce que j'avais une amie aussi qui s'était renseignée là-dessus. Et puis le médecin lui avait dit, mais ça en fait pas avant 40 ans. Ou alors au minimum 3 enfants. Là, c'est ça, comme ça, hyper dramatique. Du coup, je me suis dit, mais c'est trop curieuse déjà des raisons. Et puis de la procédure après, comment ça s'est passé, si t'as eu de la peine. Et puis aussi tout le reste, quoi. Enfin, déjà, d'où est venue la décision, si ça faisait longtemps que tu voulais pas d'enfant, puis après la suite, puis du coup comment tu vois l'avenir. Puis moi j'aime bien aussi toujours poser la question de si t'as eu des jugements extérieurs ou alors la pression extérieure, la pression des amis, de la famille et tout. Donc voilà, je sais pas par où tu veux commencer. Bon, alors déjà moi j'ai jamais eu d'enfant, jamais été attirée par ça. Déjà, des gens, des fois, ils n'arrivent pas à comprendre ça. C'est difficile à expliquer. Mais déjà, quand j'étais petite, tu vois, mes copines, elles jouaient beaucoup avec les baby-born, et choses comme ça. Moi, j'ai jamais été attirée par ça. Après, plus grande, une de mes meilleures amies d'enfance me parlait toujours, quand je serai grande, je serai mariée, j'aurai 2 enfants. Enfin, tu vois, elle se projetait déjà dans sa vie future. Et elle, c'était vraiment sûre. Elle voulait des enfants, elle voulait se marier. Enfin, voilà. Puis moi, quand elle me parlait de ça, moi, je me disais, mais c'est bizarre parce que moi, en fait, j'ai pas du tout cette envie, j'ai pas du tout cette attirance. Tu vois, t'es enfant, tu te dis peut-être que je vais grandir, peut-être que ça va changer, enfin voilà. Puis tu te poses pas trop de questions. Puis c'est vrai qu'en grandissant, en fait, cette envie, elle est jamais venue. Je suis toujours restée sur cette position-là, un peu. Après, arrivé vers peut-être 18 ans, tu commences à te poser un peu plus de questions. Puis tes proches, ils te disent, oui, mais tu vas changer d'avis, t'es encore jeune, t'as 18 ans, t'as toute la vie devant toi. Moi non plus, à 18 ans, je voulais pas d'enfant, tu verras quand t'auras 25, 26 ans, tu vas changer d'avis, enfin voilà. Toujours un peu les mêmes discours, puis en grandissant, non, toujours rien. Donc tu te dis, mais en fait, j'ai vraiment pas envie d'enfant et je me suis jamais projetée avec des enfants. Et puis en fait, puis toujours, j'ai cette position-là. J'ai pas du tout aussi cet instinct maternel. C'est-à-dire que par exemple, quand de nouveau avec la même copine, quand il y avait des bébés ou des choses comme ça, elle sautait sur la poussette en mode mais il est trop mignon, il est adorable et tout. Puis moi, aucune attirance, vraiment rien quoi. C'est ok, c'est un bébé, mais oui, il est mignon, mais j'avais pas du tout ce truc que tu voyais que elle avait vraiment l'instinct maternel. Je pense que tu veux porter le bébé. Non, alors moi pas du tout. Bref. Du coup, moi, pourquoi je me suis orientée vers la ligature des trompes, c'est que je voulais plus prendre d'hormones. Parce que du coup, t'en prenais depuis... J'en prenais depuis, je pense que j'avais 17 ou 16 ans. Enfin, la pilule, en fait, qu'on m'avait prescrit. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, il y a eu le cancer du sein. Il y a eu beaucoup de cancer du sein. Et du coup, de prendre des hormones, c'est pas bon. Ça augmente les risques. Ça peut augmenter les risques, ouais. Et donc, ma maman, elle s'est fait enlever la matrice. Donc elle a subi une assez grosse opération pour enlever la matrice. Ma grand-maman, elle a plus sa poitrine non plus. Enfin voilà, les sœurs de ma grand-maman sont décédées du cancer du sein. En fait, c'est héréditaire. Donc plus il y a eu de cas dans la famille, plus tu es à risque de l'avoir. Et tu peux être porteuse du gène ou pas porteuse du gène. Donc c'est-à-dire que si ta maman, elle a eu le cancer ou qu'elle a le gène, t'as une chance sur 2 de porter également le gène. Et moi, j'étais assez flippée avec ça, parce que ma maman, elle m'avait parlé de ça quand j'avais 16 ans, je pense, parce qu'elle l'a appris hyper tard aussi, parce qu'en fait, ça se disait pas trop dans la famille, et elle a appris ça quand elle avait, je pense, à peu près 40 ans. Et là, elle a été, du coup, faire, l'examen pour savoir si elle était porteuse du gène. Et puis, elle était porteuse du gène, donc elle a commencé à paniquer, et elle s'est fait opérer pour réduire les risques du cancer du sein. Enfin bref. Donc du coup, elle m'en a parlé quand j'avais à peu près 16 ans, je pense. Puis moi, ça m'a trotté dans la tête... depuis que je le savais, peut-être 15 ans, je sais pas.
Puis à 18 ans, t'as l'âge d'aller faire le test pour savoir si t'es porteuse ou non du gène. Donc moi, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai direct pris rendez-vous parce que je voulais être au clair, soit j'étais porteuse du gène. Si t'es porteuse du gène, t'as 80% de chance, enfin de malchance, d'attraper le cancer dans ta vie. Et si t'es pas porteuse du gène, tu es un peu comme toutes les autres femmes qui n'ont pas le gène. Mais par contre, si tu as eu beaucoup de personnes dans ta lignée familiale qui a été malade du cancer du sein, tu as quand même plus de chances. Mais après, c'est difficile de dire le taux de pourcentage. Peut-être que je sais pas, vu qu'il y a eu beaucoup de personnes dans ma famille, peut-être j'ai 16%, même en n'ayant pas le gène. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, j'ai fait ça à 18 ans et j'étais pas porteuse du gène, donc j'étais déjà contente. Mais c'est quand même pas bon de prendre des hormones parce que voilà, j'ai quand même eu des antécédents dans ma famille qui étaient assez touchés par ça. Et du coup, je restais quand même une personne potentiellement à risque. Voilà. Donc pour moi, on m'a prescrit la pilule comme toutes les ados à un certain âge, tu vois, on te dit pas qu'il y a d'autres alternatives et puis on te donne la pilule et puis voilà. Mais du coup, ma maman avait quand même regardé que j'avais une pilule qui était pas trop forte, vu qu'il y avait ces choses-là dans ma famille. Et du coup, j'ai pris la pilule pendant, je sais pas, peut-être 5 ans. 4-5 ans, quelque chose comme ça. Après, je me suis assez tournée vers l'écologie, tout ça, un peu intéressée aussi, qu'est-ce qu'on met sur son corps, qu'est-ce que l'alimentation, qu'est-ce que ça impacte sur ton métabolisme, sur ton corps et tout ça. Et puis forcément la pilule est ressortie et en fait c'est pas du tout bon, beaucoup d'effets secondaires aussi. J'avais pas mal de problèmes de digestion. Dès que je buvais un verre d'alcool, je vomissais. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça que Ah ouais. Mais ça t'avais déjà remarqué avant de te renseigner que c'était lié à la pilule? Pas du tout. Et en fait, c'est par après, avec le recul, que j'ai fait le lien quand j'ai arrêté, qu'en fait tout ça, j'avais plus quoi. Et c'était vraiment en fait la pilule qui me déréglait complètement. Et du coup, moi je voulais plus prendre d'hormones. Donc j'ai arrêté la pilule quand j'avais, je pense, 20 ans. Et puis du coup, fallait trouver un moyen de contraception. Donc là, aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis avec mon copain. Donc j'étais déjà avec lui à l'époque et tout. Donc lui, il était totalement OK avec ça. Enfin, il est adorable. Hein. Il m'a dit, c'est ton choix. Donc si tu veux arrêter, t'arrêtes. Et puis c'est OK. Et d'ailleurs, il était complètement d'accord. Il disait, c'est de la merde pour ton corps. C'est vraiment pas bon. Enfin voilà. Dès que tu peux, faut l'arrêter, tu vois. Donc j'ai assez vite arrêté. Après, on a fait longtemps avec des préservatifs. Mais tu vois, t'es toujours inquiet. Tu sais pas trop les risques et tout ça. Déjà que je pense une femme qui sait qu'elle voudra des enfants dans sa vie quand elle a peut-être 20 ans puis qu'elle en veut pas, elle est déjà flippée de tomber enceinte et puis d'avoir un accident. Mais alors une femme qui sait qu'il n'en veut pas, t'es encore plus flippée parce que tu te dis, c'est même pas s'il y a un accident à la limite, tu te dis ok, on le garde et puis c'était pas prévu et puis je serai maman plus tôt que prévu. Non, il y a pas moyen, c'est hors de question, c'est juste pas possible quoi. Donc tu protèges comme tu peux, puis tu te dis t'es pas à l'abri qu'il y ait un souci, enfin voilà, donc c'est pas tranquille. Et puis après je m'étais renseignée sur les autres alternatives, donc bien sûr il y a le stérilet, mais moi de mettre quelque chose qui est externe dans mon corps, qui n'est pas en quelque sorte naturel, enfin tu viens quand même cuivre sans hormones. Alors ouais, c'était stérilet cuivre sans hormones, puis en parallèle j'ai une copine qui l'avait mis, puis elle a eu tellement mal et à chaque fois qu'elle avait ses règles, elle était pliée en 4, elle avait des douleurs à n'en plus finir, elle avait pas des règles très abondantes quand elle l'a mis. Bon ça c'est assez connu, du coup t'as des règles qui deviennent super abondantes. Enfin ouais, ça peut augmenter. Ouais. C'est vrai que moi j'ai un stérilet en cuivre depuis que j'ai 18 ans. Ah ouais. Et du coup, j'avais des problèmes d'aménorrhée aussi depuis toujours, depuis que j'étais réglée. Enfin, j'avais jamais des règles régulières depuis que j'étais réglée. Après, j'ai eu des problèmes d'aménorrhée parce que je fais de l'anorexie. Du coup, ça m'a complètement... Mon corps, il s'est mis en mode survie pendant plusieurs années quand même. Enfin, parce qu'après, même si tu guéris physiquement, l'aménorrhée, elle peut rester... Du coup, j'ai eu, je pense jusqu'à mes 22 ans, presque pas de règles. Waouh, genre 12 à 22 ans. Ok. Ou alors, une fois chaque tremblement de terre, chaque 6 mois, machin. Mais depuis mes 18 ans, j'avais quand même mis... Enfin, depuis que j'avais des rapports, j'ai quand même décidé tout de suite stérilet cuivre parce que ma mère en avait eu un. Et moi, j'étais totalement contre les hormones depuis toujours. Et j'ai eu l'expérience des hormones cette année parce que... Donc, du coup, histoire d'horreur avec un stérilet, mais c'est vrai que avant ça, pendant 10 ans, j'ai eu un stérilet vraiment nos soucis. Ouais. J'avais des règles plus abondantes, mais ça m'a pas forcément augmenté les douleurs. Ouais. Mais par rapport à d'autres femmes, j'ai aussi entendu douleurs. Ouais, ça dépend chaque personne. Hein. Machin. Puis au niveau hormonal, j'avais pas trop de
de changements psychologiques, on va dire. Et cette année, j'ai eu plein de soucis psy. Ouais. Et mon stérilet s'était déplacé. Et du coup, j'étais juste contrôlée parce que du coup, je devais changer mon stérilet cette année. Puis j'ai dû aller faire un contrôle avant d'aller changer mon stérilet chez ma gynéco, qui m'a dit mais votre stérilet est déplacé et vu vos problèmes psy, elle m'a prescrit la pilule. Et du coup, j'étais déjà, elle venait pendant le rendez-vous, ça s'est hyper mal. Enfin, c'était horrible ce rendez-vous parce que en gros, elle m'annonce que mon stérilet s'est déplacé, donc inefficace. Et je sais pas depuis combien de temps. Quand? Ouais. Donc j'étais en mode, mais est-ce que je suis enceinte, tu vois? Ouais. Et elle m'a même pas fait le test de grossesse direct. Elle m'a dit d'en faire un quand tu rentrais chez toi, quoi. Ouais. Donc déjà, moi, j'étais fragile psychologiquement. Et là, j'étais en état de choc, vraiment. Bah ouais. Et ensuite, pendant que j'étais en état de choc, pendant le rendez-vous, elle m'a prescrit la pilule. Et j'étais vraiment dans un état second. Donc ensuite je suis sortie de là, je suis allée en pharmacie, j'ai acheté cette boîte de pilules, c'était aussi un truc, moi j'ai dit mais un truc léger. Je lui ai dit je veux pas, et puis elle m'a dit mais je vous laisse pas repartir tant que vous prenez pas la pilule parce que vous êtes trop fragile psychologiquement. Et en fait je lui avais dit que avant mes règles, c'est vrai que je déprimais à fond, j'étais fatiguée physiquement et tout. Et du coup tu penses qu'elle a fait le lien? C'était lié au stérilet? Pas au stérilet, je pense. Enfin, je sais pas, en fait. Mais du coup, en fait, je pense mes fluctuations d'hormones, elles ont peut-être augmenté. Je sais pas trop. Je sais pas vraiment si c'était lié ou pas. Moi, je pense pas, parce que du coup, elle m'a prescrit cette pilule, a essayé pendant 2 mois le temps d'attendre de changer mon stérilet, parce qu'elle pouvait pas le faire le jour même. Du coup, c'est une très longue histoire. Ah ouais. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai testé cette pilule et c'était la plus légère du coup sur le marché pendant 2 mois ou 2 ou 3 mois. Je sais plus, mais vraiment, déjà j'étais détruite psychologiquement parce que prendre des hormones pour moi c'était impensable toute ma vie. Donc j'étais en état de choc pour ça. Donc je pleurais tous les jours, vraiment je voulais me tuer. Enfin vraiment j'étais au bout de ma vie. Et j'avais mon copain qui m'a beaucoup soutenue et puis ma famille aussi. Mais vraiment j'étais détruite rien que psychologiququement de devoir prendre des hormones. Et en plus de ça, j'avais tous les jours des nausées. Bon, c'était pas des nausées matinales, donc ça m'a rassurée. J'étais pas enceinte non plus, j'ai fait 2 tests pour être sûre. Mais du coup, tous les après-midi, un peu milieu d'après-midi, j'avais des nausées, mais horribles. J'avais des nausées aussi dans les transports. Alors, j'ai jamais eu le mal des transports. Et là, dès que j'étais en voiture, j'avais des nausées, mais vraiment horribles. Et ouais, du coup, dès que j'ai arrêté, c'était la renaissance. Puis j'avais hyper peur que ça me dérègle tout, parce que justement, j'avais eu des années d'aménorrhée. Et là, ça faisait, depuis que j'étais avec mon copain, du coup, à peu près... là, ça faisait quoi, à peu près 1 an? 1 an ou 2 que j'avais vraiment mes règles tous les mois, puis je me disais mon corps il s'est enfin réglé. Adapté, Et en plus de ça, du coup, j'ai expliqué à ma psy et à ma gynéco, je dis mais en plus de ça, pendant tant d'années, mon corps il était un peu fucked up. Et là, pour une fois qu'il allait régule et tout, que mon corps va bien et puis mes hormones sont redevenues à des taux normaux, c'est peut-être ça aussi qui me faisait plus avoir des fluctuations au niveau moral et tout. Et je pense qu'il y a un certain point est normal. Moi aussi, j'ai eu une sale période cette année, donc je pense que ça s'est additionné peut-être, tu vois. Et là, je me disais, mais ça y est, j'ai pris des hormones, ça va faire des plombes à revenir réguliers et tout. Et puis, depuis que... du coup, après, j'ai remis un stérilet, j'ai arrêté tout de suite les hormones. Et puis depuis, j'ai eu un peu des retards, genre 1 semaine... Alors, j'en ai eu en avance, j'ai eu mes règles en avance. Genre 1 semaine en avance. Et puis, genre 1 semaine de retard, mais jamais trop. Donc ça va, j'ai un peu passé le cap de cette phase hormones, mais du coup ça m'a encore plus renforcée sur jamais de ma vie je vais prendre des hormones et c'est affreux. Parce que j'ai eu une phase dans ma vie, désolée je parle beaucoup, vas-y je te laisse parler. Mais j'y pense maintenant en fait, mais j'ai eu une phase en fait, une personne de ma famille pouvait pas avoir d'enfant. Et moi je lui avais dit mais si c'est... Enfin, moi je veux pas en avoir, donc si tu veux je te fais don de mes gamètes, j'ai un organe qui fonctionne,
en pleine santé, je te fais don, tu vois. Et puis du coup, en fait, pour faire don de ces, je crois que c'est ça, le don des gamètes. Tu peux vraiment faire ça? Des ovules. Ouais. Ah ouais. En fait, il faut que tu te fasses des piqûres d'hormones pour produire un max d'ovules. Okay. Comme ça, quand il y a le transvasage, bon, ça paraît hyper sorcier maintenant, mais j'étais hyper pour. Je me suis dit, mais écoute, parce qu'elle voulait des enfants et tout, et ils arrivaient pas à en avoir et tout. Okay. Et puis du coup, je lui avais dit ça, tu vois, j'ai un organe qui fonctionne. Mais du coup, tu dois te faire des piqûres d'hormones et puis tu dois rester monitoré pendant 2 ou 3 semaines à te faire des piqûres tous les jours d'hormones pour pouvoir faire un max de gamètes, pour avoir augmenté le nombre de chances que quand tu fasses ta fécondation in vitro, ça prenne. Ouais. Et du coup, maintenant, je suis là. En fait, finalement, les hormones, déjà, la pilule la plus légère, ça me fait des nausées, déprimer, une crise existentielle. Donc, me faire des piqûres, un max d'hormones, je pense que ça doit être des piqûres super violent, d'œstrogène pour produire un max. Du coup, maintenant, je suis non. Ouais. Enfin, voilà pour la petite parenthèse, la grosse parenthèse stérilée hormones. Ouais. Bah après aussi, je me disais, tu vois, si c'est pour une durée déterminée, tu dis ok, je pose un stérilet, je le laisse 3 ans et après, tu veux justement avoir ta vie de famille, puis tu te dis, voilà, je le mets pendant 3 ans et après, on a des enfants. À la limite, tu dis ok, mais si t'as aucun projet, tu dis, si je mets un stérilet, en fait, je vais le porter toute ma vie, ou alors si je prends des hormones, je vais continuer jusqu'à quand, quoi, parce que si tu veux pas d'enfant et que tu sais que t'en veux pas du tout, tu vas prendre ça toute ta vie, quoi. Donc c'est aussi ça qui m'a poussée à me renseigner sur la ligature, parce qu'en fait, c'était la solution pour pas avoir d'hormones et puis être tranquille, sans devoir prendre d'hormones ou de prendre quelque chose d'externe. Du coup, justement, j'ai commencé à me renseigner, donc j'ai regardé des témoignages de personnes qui s'étaient fait opérer, qui avaient déjà fait l'opération depuis plusieurs années, comment ça se passait aussi avec du recul et tout ça. Puis je voyais que tout se passait bien, qu'elle le vivait. C'était des témoignages en Suisse ou bien pas forcément? Non, pas forcément. J'avais cherché sur le net d'avoir des témoignages de femmes qui avaient pris cette décision. Pour voir aussi, tu vois, si qu'il y avait des complications ou aussi si ton humeur pouvait changer. Enfin voilà, parce que c'est quand même une opération sur tes trompes. Je sais pas si avec peut-être 5-6 ans après l'opération, comment la personne le vivait. C'était intéressant de se renseigner là-dessus. Et non, en fait, je voyais que les témoignages étaient hyper positifs, voilà. Et puis après, je vois aussi que des personnes qui disent mais en fait, c'est un combat, les gynécologues veulent pas que les jeunes femmes se fassent opérer, parce que moi à l'époque, quand j'ai commencé à me renseigner, je pense que j'avais peut-être 23 ans et je crois que je me suis fait opérer, je devais avoir 24. Donc il disait si vous n'avez pas 40 ans, c'est mort, ou alors vous allez devoir passer sur plusieurs rendez-vous psy, vous battre pendant des années pour peut-être obtenir l'autorisation de vous faire opérer. Enfin voilà, ça avait l'air d'être un truc hyper compliqué. Parcours du combat. Mais vraiment. Puis bon, moi j'étais jeune et tout, j'étais motivée, j'étais là si je veux quelque chose, je peux me donner les moyens et je vais faire en sorte, quoi. Et donc je me suis dit, voilà, j'avais 24, quand j'ai commencé. Et je me suis dit, si j'ai 24 ans et que je commence maintenant mon combat, je vais avoir mon opération peut-être quand j'aurai 30 ans. Donc, il faut que je commence maintenant, tu vois. J'étais déterminée. J'ai dit, il faut que je prenne de l'avance. J'anticipe. Et puis, voilà, je vais en parler avec ma gynéco. Et puis, du coup, j'avais mon rendez-vous annuel, là, chez ma gynéco. Et puis je lui en parle. Et moi je pensais, en plus elle est pas très bavarde, tu vois, je vais là-bas pour faire mon contrôle annuel et puis c'est tout, quoi. C'est pas la personne hyper chaleureuse avec qui tu vas discuter. Donc j'étais déjà un peu sceptique de ce que elle allait me dire et tout. Enfin c'était délicat. Et puis je lui en parle, je lui dis oui, je voulais aussi me parler de ça. Enfin voilà, j'aimerais me faire ligaturer les trompes et tout. Puis je pensais qu'elle allait être choquée parce que la plupart des gens quand tu dis ça, ils sont assez choqués.
Puis bon, après, en fait, non, elle était hyper ouverte d'esprit, donc j'étais choquée, tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis elle me dit, écoutez, moi j'ai eu la semaine passée, justement, une autre patiente qui devait avoir 26 ans, je pense qu'elle était un peu plus âgée que moi, qui m'a fait aussi la demande, donc je lui ai donné le rendez-vous médical à l'hôpital de Sion, donc écoutez, si c'est votre choix, enfin, elle m'a quand même posé 2-3 questions, pourquoi, comment, enfin voilà. Elle m'a dit justement si vous voulez, il y a le stérilet en cuivre. Donc j'ai dit non, en fait j'ai pas envie. Et donc elle m'a dit pas de souci, moi je vous fais un rendez-vous avec le médecin. Puis comme ça, il vous donne les informations parce qu'en fait elle te donne juste le contact du médecin, mais c'est pas elle qui va te donner le rendez-vous et l'opération, tu vois. Ouais. Elle te permet juste d'aller à l'étape suivante en fait. Mais il y en a qui te permettent pas, enfin, il y en a, elles vont être hyper fermées, et puis elles vont juste dire non, en fait, je te donne pas le contact du médecin, enfin voilà. Donc moi, elle était hyper ouverte d'esprit, et puis j'étais tant mieux. Donc je suis repartie avec le contact du médecin, et puis je crois que c'est elle qui l'avait contacté. Donc là, c'était la première étape. Donc déjà là, facile. Ouais. J'étais étonnée, tu vois, de toutes les rumeurs et de tout ce que j'avais entendu dire. Franchement, j'étais là, tant mieux. Du coup, j'ai un rendez-vous à l'hôpital de Sion chez le médecin, je sais plus si c'était le chirurgien directement, dans la partie, il y a tout un secteur maternité, je sais pas si tu vois où c'est. C'est un peu derrière. Gynéco, maternité, truc. Donc j'ai mon rendez-vous, je vais là-bas. Donc déjà, non mais vraiment trop drôle parce que du coup, toutes les femmes qui attendaient dans cette salle d'attente, c'était des jeunes mamans qui venaient d'accoucher, qui venaient par exemple faire un contrôle après l'accouchement, ou c'était des femmes qui étaient enceintes, qui venaient faire les échographies pour savoir si le bébé allait bien et tout ça. Enfin voilà, les rendez-vous médicaux. Et puis moi, j'étais là, au milieu de tous ces gens. En fait, je venais pour me faire ligaturer les trompes, donc déjà un peu lunaire, tu vois. J'étais là, mais il y avait que des nanas il y avait des bébés qui pleuraient et tout. Puis il y avait 1 heure de retard. Donc je suis restée 1 heure dans cette salle d'attente, à voir toutes les mamans défiler, les bébés pleurer et tout. Puis en fait, j'étais en train de me dire, mais enfin ça confirmait totalement mon choix, et j'étais là. Non mais c'est vraiment une évidence pour moi, quoi. Bref, 1 heure de retard. Du coup, le médecin arrive, et puis du coup, je rentre dans son bureau. Puis là, c'était vraiment alors très médical, c'est-à-dire que c'était l'entretien, ça a duré 15 minutes. Hein. Donc lui, c'était vraiment le rôle du chirurgien. Donc il m'a expliqué. Alors voilà, il y a 2 méthodes. Il y a l'ancienne méthode où on te fait 2 trous ici, on te fait passer les outils dans les trous, on fait l'opération depuis là, et après vous avez 2 cicatrices. Et il y a l'autre méthode, qui est une nouvelle méthode où on passe directement par le vagin et on peut tout faire avec une caméra depuis sans devoir faire d'ouverture et de point de suture et de choses comme ça. Voilà. Et puis alors il me fait des dessins, il me dessine la matrice et tout ça. Enfin c'était vraiment très très protocolaire, très médical. Enfin elle était juste là pour m'expliquer comment l'opération allait se passer, en mode on va vous endormir, après on commence par utiliser ces outils, vous faire ça, après voilà. Enfin, c'était très médical, pas du tout psychologique, tu vois. Donc après en fait il m'a juste donné les infos de comment se passait l'opération, et puis voilà. Et puis rendez-vous pour ouais, et alors du coup, il me dit alors vous voulez déjà quelle méthode ? Moi j'ai dit la nouvelle méthode, tu vois, il y a pas besoin d'avoir des cicatrices, parce que ma maman, elle du coup, qui s'est fait enlever la matrice, elle a 2 cicatrices ici, puis c'était une grosse opération, parce qu'enlever toute la matrice c'est le plus conséquent. Ouais, c'est hyper conséquent, et puis après même pendant 1 année, elle pouvait rien porter de lourd, même lever les bras, ça lui demandait beaucoup d'efforts, tu vois, pour prendre le sucre par exemple dans l'armoire, elle devait nous demander et tout, parce que ça lui demandait beaucoup. Ça tirait en fait sur cette partie-là du corps dès qu'elle levait les bras. Enfin bref, et c'est vrai qu'elle a ses cicatrices. Maintenant quand on va à la piscine ou à la plage, elle a vraiment ses cicatrices ici, donc elle prend souvent un maillot de bain pour cacher, tu vois. C'est des grosses cicatrices, vraiment. Ouais, ça avait pas très bien cicatrisé aussi parce qu'elle était pas très jeune quand elle a fait l'opération. Je pense aussi, tu vois, quand t'es plus jeune, ça cicatrise mieux. Enfin bref, du coup, moi, je voulais pas... Enfin, s'il y avait moyen d'avoir l'autre méthode, c'était mieux pour moi que de devoir faire de cicatrices. Et en fait, ils avaient jamais fait cette méthode à l'hôpital de Sion. Donc j'aurais été la première patiente à passer sur la table avec cette opération-là. Mais ça, il me l'a dit par après. Donc moi j'ai dit ok, je prends la nouvelle méthode, enfin voilà, bref. Puis il me dit alors si vous êtes ok, on peut prendre rendez-vous pour l'opération. Direct. Puis il me dit alors dans 2 semaines, mercredi, ça va pour vous?
Alors là, grosse claque dans ma gueule parce que moi je Tu m'étais t'attendais à dit 30 ans. je Dans 2 m'étais semaines. dit: «Bah ouais, je vais devoir me battre et tout, je prends de l'avance». Puis lui, il me dit: «Bon, bah, on peut vous fixer le rendez-vous dans 2 semaines», tu vois? Donc moi, j'étais pas du tout prête. Enfin, j'étais sûre de mon choix, ça c'est sûr, mais j'étais pas prête à le faire dans 2 semaines. Donc je lui dis: «Bon, alors écoutez, c'est super, mais moi, en fait, je m'attendais pas à pouvoir me faire opérer autant vite». Donc je lui dis: «Bah, écoutez, peut-être l'automne prochain». Je sais plus quand j'avais eu ce rendez-vous, mais ça laissait peut-être une dizaine de mois, un truc comme ça. Puis il me dit: «Ah oui, bon, alors, si vous voulez pas faire tout de suite et tout». Donc on me fixe le rendez-vous pour octobre. Donc si je me suis fait, j'ai noté, octobre 2021. Et du coup, il fallait encore que je passe, l'épisode psy, c'est-à-dire que, je devais aller faire un rendez-vous chez une psy pour confirmer que j'étais une personne stable mentalement. Donc ça, c'est le chirurgien qui t'a aussi prescrit Voilà. ce truc? En fait, c'est une nana qui est à l'hôpital de Sion qui est psychologue, au sein de l'hôpital. Puis du coup, il t'envoie chez elle pour, passer un rendez-vous, psychologique. En fait, c'est vraiment Et là, il t'aurait fait faire ça dans les 2 semaines? oui, 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 ce sera OK. arrangé pour que j'aie les rendez-vous avant. Ah donc, bah, ça c'était OK, donc j'ai dit: «Bah oui, ben, fixons le rendez-vous comme ça, c'est fait». Et du coup après, ben, rendez-vous psy. Et du coup, le rendez-vous psy, il était longtemps après le premier rendez-vous que t'as eu, mais il était plutôt proche de l'opération? Non, il était plutôt assez, proche, Le premier du rendez-vous? premier rendez-vous, ouais. Ouais. C'était peut-être 1 mois après, quelque chose comme ça, je sais plus. Et donc je vais faire ce rendez-vous et en fait, c'était assez drôle parce que en fait, chaque question qu'elle posait, bah, je voyais où elle voulait en venir, tu vois? C'était, pas trop facile en quelque sorte. Peut-être que quelqu'un de psychologiquement pas stable, comprenait pas le sens de ces questions, je sais pas, mais moi, c'était tellement tu vois, elle essayait de creuser chaque question qu'elle me posait, pour savoir si j'avais eu un problème dans l'enfance, si je voulais rester un enfant toute ma vie ou ce genre de choses. Puis en fait, enfin, elle le disait pas comme ça, tu vois, elle posait des questions un peu perfides et tout pour savoir, qu'est-ce que j'allais répondre. Puis bah, en fait, moi je voyais tellement où elle voulait en venir, donc je comprenais tout son jeu, puis j'étais là: «Bon bah, je vais répondre», mais c'était, enfin, je sais pas comment dire, mais je voyais vraiment où elle voulait me mener. Et ben, moi je répondais honnêtement, tu vois? J'allais pas enfin voilà, je répondais honnêtement, puis moi j'ai eu une enfance juste incroyable. J'ai eu une famille, j'ai eu tout ce que je voulais, enfin tout ce que je voulais, je veux dire, j'avais, des parents présents, on avait une jolie maison, donc on a pu énormément jouer dehors, dans le quartier. J'étais tout le temps dehors avec mes copines, profiter du jardin, enfin voilà. Mes grands-parents aussi super présents, j'ai eu un lien très fort avec mes grands-parents. On était souvent au chalet, à jouer dans la forêt, faire des bateaux en bois, aller à la rivière. Enfin, tu vois, j'ai vraiment eu une chouette enfance. J'ai pas du tout eu de trauma ou un père violent ou ce genre de choses. J'ai eu un grand frère qui était aussi super proche, enfin voilà. Donc je voyais qu'elle cherchait à trouver des failles dans mon enfance, mais en fait, finalement, il y avait rien parce que j'ai vraiment eu, beaucoup de chance. Oui, alors après, ben, elle posait d'autres questions. Ça, par contre, ça m'avait assez perturbée parce que, elle forçait le truc et puis, moi, je la mets en fait, tu comprends pas que enfin, elle m'a demandé pourquoi j'en voulais pas et cetera. Donc, voilà, j'avais pas l'instinct maternel. Aussi, au niveau de ma vie, Tu voyais pas ta vie avec, un non. enfant? Ouais, complètement. Puis aussi, ben, je suis aussi dans l'optique de me dire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais c'est égoïste de pas, vouloir d'enfant». Mais en fait, si t'as pas mis au monde un être, tu peux pas être égoïste contre cette personne parce que, bah, elle existe pas. Donc t'es égoïste à la limite, contre toi. À la limite, je veux dire, si tu fais un enfant et que t'en veux pas, parce que, tu vas pas prendre en considération ton choix. Enfin, je veux dire, par exemple, il y a des personnes qui ont la pression, sociale. Tu disais avant, est-ce que tu as subi des pressions de ta famille ou des choses comme ça? Bah, je vois aussi, il y a des familles où des fois, ben, ouais, c'est quand je vais être grand-maman, enfin, tu vois, il y a vraiment la pression et puis du coup, j'ai l'impression que des personnes, des fois, réfléchissent pas trop puis vont faire un enfant plus pour combler, l'envie de la famille ou la pression, qu'ils subissent au quotidien, mais qui pensent pas vraiment à eux en premier. Et puis moi, Ou je suis faire là un enfant parce que c'est le truc à faire, t'as un exact. métier, t'as une vie, Mmh, voilà, t'as la un maison, chien, les enfants et ouais, voilà. une voiture famille, Ouais, le le cliché. beau schéma, parfait, Ouais, justement, peut-être des gens qui ont pas ce moment où ils se posent vraiment la question: à «Qu'est-ce que je réfléchir. veux?» Mmh. et puis que du coup, ils vont un peu dans le flow. Bon après, peut-être qu'il y en a qui sont très heureux, mais c'est là où il y a, je pense, le risque de regret aussi, qui Ouais, est encore très tabou, méga oui, tabou, c'est le vrai. regret maternel. Oui. Et puis, bah, moi, je suis plus à me dire, je pense à moi avant de vouloir, penser aux autres. Enfin,
soit c'est peut-être égoïste de nouveau, mais en fait c'est moi qui dois être bien avec ma vie, c'est moi qui dois être bien avec mon corps et puis avec mes choix. Je vais pas commencer à changer mes points de vue et mes choix pour satisfaire les autres. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc après j'ai une famille qui a été hyper compréhensive aussi là-dessus. Du coup, mon frère prend toute la pression en mode un peu comme maintenant moi, on compte sur toi, qui est aussi tu un vois. grand frère, je pense même à 94. Ouais, il a 2 ans de plus que moi, Ouais. mon frère, ouais. Aussi un peu pareil chez ma grand frère, la petite sœur a toujours su que, comme toi, j'ai jamais eu cette envie. Mmh. Et puis toutes mes copines, d'ailleurs j'ai une copine d'enfance, parce que j'ai eu une période de grosse remise en question qui m'a donné envie de faire ce podcast aussi. 22 ans, quand j'ai un ex qui voulait absolument des enfants. Enfin, il savait qu'il en voulait. Et puis il m'avait posé la question, tu nous vois où dans 10 ans? Et puis c'était là, je sais pas trop, je sais pas trop ce que je fais l'année prochaine, j'étais en école de graphisme en plus. Ouais. Je disais, je vais finir mon école de graphisme, il me reste 2 ans. Et du coup, et puis c'est vrai qu'on n'avait pas trop abordé le sujet. Bon, ça faisait une année à peu près, un peu plus d'une année qu'on était ensemble. Ouais. On a fait 2 ans ensemble au total. Ouais. Et puis la question est venue un peu, puis lui, il venait d'une famille très mère au foyer, le père rapporte l'argent et tout. Puis il s'était toujours vu, il adorait les enfants et tout. Puis ça m'a mis une pression, mais que j'avais jamais eu parce que ma mère a toujours su, enfin mes parents, ma famille ont toujours su que je voulais pas d'enfants, mes copines aussi depuis l'enfance. Je m'étais pas non plus trop posé la question. Puis là, du coup, j'ai une crise existentielle. Je voyais des poussettes partout. En plus, à Lausanne, il y avait plein de femmes enceintes, il y avait plein de poussettes. J'avais le radar. Mon vraiment. Dieu. Je devenais un peu hargneuse envers les enfants. Alors qu'avant ça, les enfants, un peu indifférentes, tu vois. Ils me dérangent pas. S'ils font pas de bruit. Puis, on vit avec, quoi. Les enfants des autres. Donc, et là, j'ai une grosse crise existentielle. Et je me suis vraiment posé la question. Du coup, j'ai eu cette crise existentielle. Et là, je me suis dit, mais je me suis posé la question. Et il y a peut-être des gens qui se posent pas la question. Mais j'ai perdu le fil, en fait. Qui réfléchissent pas, c'est un peu le standard de la vie du bon citoyen. Et puis, tu suis le schéma, quoi. Tu trouves un boulot, tu trouves un mari, tu achètes une maison et tu fais les enfants, quoi. Mais du coup, je l'ai coupé et puis j'ai perdu le fil. Excuse, parce que je voulais faire un lien avec ce que tu disais, justement. Mais ouais, du coup, la pression sur le frère aussi. Ah oui, la pression du frère. Et du coup, lui, par contre, il a toujours su qu'il voulait des enfants. Ah bon, tant mieux. Et il trouve une personne. Mais du coup, toute la pression revient sur lui. Et on a un peu des similarités, alors, de ce point de vue-là. Ouais. Mais toi, t'as jamais eu de période où vraiment tu t'es posé la question? C'est venu plus naturellement avec la contraception, justement? Mais t'as pas eu de crise existentielle? Non, mais moi, c'était inné depuis aussi longtemps que je me souvienne, tu vois. Ouais. Moi, la crise existentielle, c'était vraiment là. J'ai pas eu un déclic. Je me suis mise la pression et puis de voir aussi peut-être cette belle famille qui peut-être voyait déjà en moi la future mère de leurs petits-enfants, tu vois. Tout d'un coup, j'ai vu ça en face, genre, ça m'a mis une claque. Ouais. Du coup, c'est aussi un peu pour ça qu'on n'a pas fait long après ensemble. Ouais. Parce que... tu t'es rendu compte que c'était pas ce que tu voulais, quoi. Puis tu peux pas rester avec une personne. Enfin, je trouve ça malsain un peu. Oui. De se dire, tu vois, si on était restés ensemble et puis qu'il avait toujours eu plus ou moins en tête que j'allais peut-être changer d'avis. Et ça me dérange, tu vois, parce que moi, indirectement, forcément, je ressens cette pression. Il y a aussi quand tu fais des projets d'avenir, forcément, ça rentre dans le truc, quoi. Puis il y a aussi des couples qui restent ensemble et des fois, avec la pression du conjoint, les femmes qui n'en voulaient pas forcément en ont fait, hein. Ça aussi, j'ai une voisine dans le quartier. Alors bon, maintenant ils sont heureux et tout, mais elle a fait un enfant pour son mari, tu vois. Vraiment. Et elle vous en avez parlé? Moi pas, mais ma belle-mère en avait parlé avec. Mais elle, c'était aussi hors de question, elle en voulait pas du tout, tu vois. Il y a aussi des fois la pression dans le couple. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Et donc toi, avec ton conjoint, il y a jamais eu non plus... il voulait non. Alors c'est vrai que lui au début se posait pas trop de questions à ce sujet.
Et puis, après, on en a beaucoup parlé en grandissant. Tu vois, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Puis, en fait, plus on grandissait, plus on voyait justement les gens autour de nous qui, comme tu dis, des gens qui avaient des enfants, etc. Et en fait, on se rendait compte que c'était pas du tout ce qu'on voulait. Même dans les lieux publics, quand t'avais des familles avec les enfants, on se disait, mais en fait, non, nous, on sera pas comme ça, tu vois. Et en plus, plus on grandissait, plus on en parlait. Et puis, en fait, on se rendait à l'évidence que tous les deux, on n'en voulait pas, tu vois. Et puis, il faut savoir que lui aussi, il a une vie très active. Il travaille dans l'entreprise familiale, donc il est hyper investi dans son boulot. Il travaille beaucoup. Et puis, tu vois, il n'y a pas vraiment la place pour avoir un enfant. Enfin, il a des chevaux, il a 4 chevaux. Donc, tu vois, tous les jours, il doit aller les monter. Tous les jours, il doit aller faire les box. Donc, il est à fond aussi, dans son boulot, mais aussi avec l'écurie. Donc, en fait, il y a pas la place. Il y a juste pas la place. Déjà, maintenant, il a une vie, mais qui est tellement full. Si tu rajoutes un enfant là-dedans, mais comment tu fais? Soit, il s'occupe plus de ses chevaux, parce qu'en fait, au bout d'un moment, pour faire un choix, tu es obligé de libérer du temps, tu vois. Mais bon, puis de toute façon, il aurait pas envie d'avoir d'enfant, mais c'est aussi la réflexion qu'on s'est faite. Puis même au point de vue financier aussi, tu vois, ses chevaux, en fait, c'est sa passion. Donc, ses économies vont là-bas, tout son temps libre part là-bas. Enfin voilà, il est à fond là-dedans. Et puis ça veut dire qu'il devrait consacrer, laisser tomber sa passion pour s'occuper de son enfant, ou en tout cas moins s'investir dans sa passion. Et puis au niveau financier aussi, tu vois, tu dois faire des compromis. Donc ça veut dire qu'il pourrait plus avoir ses chevaux. Enfin voilà. Puis lui, c'est hors de question, quoi. Il vit pour ses chevaux. Enfin, tu vois. Bon, chouette, trop bien. Donc tout ça pour dire que du coup, nous, on est vraiment raccord sur ce choix. Et heureusement, parce qu'en fait, c'est pas forcément le cas dans tous les couples. Hein. Mmh. Mais du coup, lui, il t'a toujours soutenu aussi. Oui. Du coup, il était toujours là à chaque étape de. Oui, complet, ouais. Oui, complètement. Ouais. Et du coup, cette psy. Oui, alors on est à la parce qu'on a commencé à parler de la famille. Pardon, et puis que on s'est toute la pression est sur ton frère. Non, c'est moi qui suis partie dans mes trucs. Mais du coup, toute la pression est sur ton frère. Mais du coup, t'as réussi à faire comprendre à cette psy qu'il n'y avait pas de faille dans l'enfance, voilà, pas de trauma. Puis que j'étais stable, puis que je savais ce que je voulais, puis que c'était pas une lubie d'un instant, tu vois, que c'était vraiment un choix qui avait été réfléchi, et puis que j'y pensais depuis des années, et puis que voilà. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'à un moment donné, elle me dit, voilà, alors imaginez maintenant vous avez eu un enfant. Je sais plus les questions, mais tu vois, je trouvais ça très bizarre comme question. Et elle disait, alors maintenant, projetez-vous, vous avez un enfant, comment vous en occupez et tout. Enfin, elle voulait que je me projette en tant que mère. Et puis, j'étais un peu sèche, enfin pas sèche, mais j'ai dit, mais en fait, j'arrive pas à imaginer. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais ok, oui, je m'imagine là, j'ai un enfant, ouais, ok, mais vous voulez que je vous dise quoi? J'en ai pas envie. Tu vois, c'était un peu, il y avait pas de suite. Et puis, je pense qu'elle s'attendait peut-être à ce qu'il y ait un petit, des émotions qui ressortent, ou je sais pas, se dire oui, il est mignon, je m'en occupe bien, ou tu vois, genre le côté maternel qui allait ressortir. Mais en fait, moi, c'était le néant, il y avait juste rien. J'étais là, ouais, ok, j'ai un enfant, je veux bien l'imaginer, mais vous voulez que je vous dise quoi? Ou peut-être l'inverse. Oui, je m'en occuperai, bien sûr que je m'en occuperai, je vais pas le laisser crever, enfin, je suis pas une mauvaise personne, tu vois. Mais ça m'incitait rien de... une réaction extrême, je pense, soit voilà, un instinct maternel qui ressort. Ouais, peut-être. Soit peut-être le rejet, tu vois, peut-être si t'avais dit, oh non, un enfant, peut-être. Je déteste, tu vois, peut-être qu'elle aurait aussi profiter de cette faille entre guillemets pour dire mais c'est parce que vous avez un rejet de quoi que ce soit lié à théorie freudienne. J'ai même pas pensé à ça, tu vois. Tu vois, peut-être qu'en fait c'était juste chercher les réactions trop extrêmes, donc je pense que t'as eu la meilleure réaction. Pas trop de réactions. Donc voilà, et puis du coup le rendez-vous psy, elle a dit alors pour moi c'est ok, vous êtes stable. Elle t'a direct dit. Oui, à la fin de la séance, ouais. Mais c'était drôle parce que c'était un peu genre il fallait cocher les bonnes cases, tu vois. Et puis si tu répondais si tu cochais les bons critères, c'était ok. Et puis c'était tellement flagrant, enfin voilà, de où elle voulait en venir. Puis du coup, après, elle m'a confirmé que c'était ok. Et du coup, j'ai dû quand même faire un autre rendez-vous encore. Donc elle m'a dit que c'était bon et que je crois que le médecin allait me donner encore un autre rendez-vous avec une doctoresse et une psychologue encore. Je crois que elle était... Un rendez-vous avec les deux ? Ouais,
je sais plus si elle était vraiment psy, enfin bref. Bon, moi, j'ai pris le rendez-vous, puis tu vois, je vais où on me dit d'aller, quoi. Puis je me pointe, et puis je regarde qu'est-ce qui se passe. Puis je sais plus combien de temps c'était après, enfin bref, puis c'était du coup le 3e rendez-vous. Et de nouveau à l'hôpital de Sion, et là, c'était de nouveau une nana qui me réexplique de nouveau toute l'opération. Donc en fait, le même blabla que le médecin du début. Et puis il y avait une personne à côté, donc elles étaient 2, qui me posait des questions en parallèle. Un peu comme la psy. En fait, c'était le combo. C'était ça. C'est vraiment ça. Voir si j'étais sûre. Puis après, elle me dit, vous savez, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, enfin voilà, un peu le côté psychologique, un peu d'essayer de me déstabiliser, voir si j'étais vraiment sûre de ce que je voulais. Et puis, moi, j'étais là, oui, non, mais je sais, enfin... je sais où je vais, pas tu laissé vois. déstabiliser, quoi. Non, alors elles m'ont tout réexpliqué, tout redit, voilà, si un jour vous voulez vraiment des enfants, on pourra pas revenir en arrière, alors il y a des femmes qui essayent, mais ça donne rien, enfin bref, des blabla, du blabla. Puis j'ai dit, non, mais c'est bon. Et puis ça a duré quand même assez long, ce rendez-vous, finalement. Peut-être 45 minutes, un truc comme ça, enfin voilà. Puis suite à ça, j'avais fait tous les rendez-vous nécessaires, et donc je sais pas si j'ai revu encore une fois le médecin. Peut-être que j'ai revu encore une fois le médecin. Du coup, le rendez-vous, il était fixé. Enfin bref, après, c'était, il fallait que je vienne le jour de l'opération, quoi. Du coup, c'était en 2021. Donc, là, je pars le matin hyper tôt parce que l'opération était, je sais plus à quelle heure c'était, mais c'était à 8h, donc fallait être 2 heures avant, fallait être à 6h, donc je me suis levée à 5h, fallait rien manger. Tu vois, et puis moi, je suis hyper stressée, je suis quelqu'un qui a jamais subi aucune opération, donc je suis pas du tout à l'aise. Enfin, même, tu vois, je sais pas, moi, casser un genou, j'en sais rien, casser une jambe, j'ai jamais rien eu. Donc, c'était première opération. Puis, ils te font une narcose complète, donc t'endorment complètement. Donc, je me disais, si je dors, de toute façon, je vois rien, je sens rien, ça va le faire, quoi. Donc, j'arrive super tôt, ils me font attendre 2 heures, enfin bref, et après, je pars sur le chariot, là, ambulatoire, pour aller salle d'opération, ouais. C'était vraiment à la chaîne. Et tu sais, en fait, avant de rentrer, tu vois, ils sortent le patient d'avant. Enfin, c'est vraiment à la chaîne, ouais. Non, moi, j'ai fait une fois une opération, mais je me souvenais plus de ça. Ils étaient encore en train de nettoyer, tu voyais l'autre patient qui était en train de sortir, puis ils m'amènent dedans, quoi. C'est vraiment à la chaîne, ouais. Et après, du coup, après, voilà. Complète. Puis, prochaine étape, salle de réveil. Et puis... Par contre, c'était rapide, hein. Enfin, je veux dire, ils m'ont rien trop expliqué. Ils m'ont dit, oui, alors on va vous donner ça, vous allez respirer, vous allez vous endormir. J'étais là, ok. Jusqu'à 5, je sais pas quoi. Ouais, mais c'était genre, j'ai même pas eu le temps. Enfin, tu rentres, et 10 secondes plus tard, t'as déjà le truc sur la gueule, tu vois. Puis d'un coup, j'ai dit, ouais, je sais pas si c'est normal, je vois tout tourner. Elle était là, oui, vous allez vous endormir et tout. Enfin, c'était vraiment rapide. Puis après, je me suis réveillée, et puis voilà, c'est bon. Pas de douleur. Non, et franchement, pas de douleur, rien. Okay. Et j'étais hyper étonnée. Par contre, plus de douleur en quelque sorte à cause de la narcose. J'avais mal aux épaules. Je sais pas si c'était la fatigue des muscles ou quoi. En fait, je devais rien porter après la narcose. Enfin, on disait pas faire trop d'efforts, pas porter des trucs lourds. Moi, j'avais pris mon sac, puis j'avais toutes mes affaires dedans. Puis tu vois, en partant, j'étais un peu fatiguée, oui. Puis j'ai porté ce sac et peut-être j'aurais pas dû parce qu'il était quand même assez lourd. Et je me demande si après j'avais pas, tu vois, mal aux épaules et tout ça. Je sais que monter les escaliers pour rentrer chez moi, ça me demandait beaucoup d'efforts aussi. J'étais vite fatiguée, mais pas de douleur. Ah, donc fatigue globale, mais pas de douleur. Ouais. Trop bien. Ouais. Et pour le coup, l'opération, là, tu vois, j'étais la première à me faire opérer de cette manière-là. Ouais, t'étais la pionnière. J'étais la pionnière, ouais. Et eux aussi, ils étaient intrigués de savoir comment j'allais réagir suite à l'opération. Donc après, en fait, ils m'ont demandé l'accord d'avoir un suivi. Donc j'ai dû retourner voir le gynécologue à l'hôpital et tout. Il m'a posé des questions, savoir comment ça s'était passé après aussi. On m'a rappelé aussi, je crois, 1 année ou 2 ans après par téléphone juste pour me poser des questions, savoir si tout se passait bien et tout. Enfin voilà. Puis oui, tout se passe bien. Donc voilà, moi je suis contente en tout cas. Moi, j'avais une question aussi au niveau hormonal. Enfin, du coup, toi, je sais pas si c'est très affecté aussi psychologiquement ou physiquement par les flux d'hormones. Moi, j'ai dû apprendre à vivre avec ça il y a pas très longtemps. Et
2 ans en arrière, là, quand j'ai vraiment commencé à avoir mes cycles très réguliers, c'est là aussi que j'ai vu que, waouh, ça affecte pas que le corps et les règles, ça affecte à fond la psychologie, dans toutes les phases, tu vois. Je me suis hyper renseignée parce que avant, j'étais un peu là, vite fait, t'apprends à l'école, les phases du cycle, mais c'était un peu, tu vois, en plus, moi qui avais pas de cycle régulier, j'étais pas, je sais pas. C'est un truc, en fait, ça prend tellement de place. Enfin, en tout cas, moi, ça a commencé à prendre tellement de place. Puis maintenant, je suis hyper en phase avec. Tu sais, si je ressens un truc, je me dis, mais attends, je suis où dans mon cycle et ça peut être lié ou pas, mais souvent, c'est quand même il y a un petit lien. Bah là, tu vois, cette semaine, j'étais hyper crevée physiquement. Je suis censée avoir mes règles. Je savais un peu pourquoi. Aussi, fragile, enfin, j'ai fait une insomnie cette nuit, donc ça additionne. Du coup, phase prémenstruelle plus insomnie. Plus ce matin, j'ai fait ce mental breakdown émotionnel, tout qui m'arrive à la figure. Je me dis, je pense que ça a additionné aussi avec le tout, mais voilà, phase prémenstruelle. D'un côté, ça relativise un peu, des fois, les émotions que t'as. Enfin, je sais pas, moi, j'ai eu des phases, je me suis dit, mais je suis folle. Et je savais pas pourquoi. Puis après, quand t'y penses, tu dis, en fait, c'est normal, c'est des fluctuations de cycle. Et du coup, en tout cas, moi, je sais que ça m'affecte à fond aussi. Et du coup, toi, parce que t'avais quand même, depuis longtemps, avant cette opération, t'avais arrêté les hormones. Est-ce que t'avais vu aussi des changements hormonaux? Et est-ce que après l'opération, t'as senti d'autres changements hormonaux, ou bien c'est censé pas du tout changer au niveau hormonal? Alors, j'ai surtout senti quand j'ai arrêté la pilule, justement. Le avant-après, quoi. Mais après l'opération, non. Tu veux, moi, mon cycle s'était déjà rétabli. Enfin, j'avais retrouvé une stabilité. Je pense 1 année après avoir arrêté la pilule, tout s'était remis bien en ordre. Donc quand je me suis fait opérer, j'étais déjà remise, si tu veux, en ordre. Et puis, ça a pas du tout joué un rôle sur mes hormones. Parce qu'en fait, les hormones, elles continuent à être normales. Ah oui. Parce que j'ai pas expliqué en fait comment l'opération a été faite, mais en fait, si tu veux, ils viennent faire une petite incision sur tes trompes pour que tu puisses pas ovuler. Donc il y a une petite incision qui est faite, et puis après, je sais pas comment dire, ils brûlent la cicatrice, enfin l'incision, puis ça cicatrise, ils cautérisent. Puis du coup, ça te fait une petite cicatrice, et puis du coup, tu peux juste plus tomber enceinte. Et du coup, t'ovules quand même, mais ça empêche le passage, ou bien t'ovules juste plus? Alors oui, j'ai mes règles, enfin, ça mon empêche cycle le passage. Ouais, exact. Donc il y a pas de, enfin tu vois, il y a pas d'hormones, il y a rien. Donc ton corps il est normal, quoi. Donc mon cycle est totalement normal. Trop bien. Donc pas de, t'as eu ton suivi là après l'opération, et puis ils étaient tout contents, je pense que ça a fonctionné. Exact. Oui. J'imagine l'excitation. Ça a fonctionné. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, quand je prenais la pilule, c'est vrai que avec du recul, j'ai remarqué aussi que je rigolais beaucoup moins. Enfin, il y avait une période de ma vie, là, où je rigolais beaucoup moins, tu sais, des fous rires et des choses comme ça, j'avais plus trop. Il y avait plus trop de ressenti par rapport à des émotions, des choses comme ça, un peu comme si j'étais tout le temps blasée, tout le temps... Un peu coupé j'ai aussi entendu ce truc, que ça a un peu stabilisé. Ouais, genre t'es pas émotive, quoi. Puis tu ressens plus trop la joie, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est très... Mais surtout la joie. Comme si t'étais blasée, Et c'est vrai que avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait c'était lié à ça. c'est très certainement lié à ça. Et puis comme je te disais, mon microbiote, il était démoli en fait. Aussi tout mon microbiotique, problèmes digestifs et tout ça. Et quand j'ai arrêté, tu vois, moi je me disais, mais est-ce que c'est ce que je mange? En plus j'étais végétarienne, enfin j'étais en train de faire ma transition pour devenir végétarienne. Je me disais, mais est-ce que c'est ce que je mange et tout? Puis j'avais déjà ces soucis avant de devenir végétarienne, mais je deviens végétarienne, j'avais toujours les soucis. Puis je me disais, mais je sais pas, est-ce qu'il faut que je change mon alimentation? Est-ce que je dois adapter quelque chose et tout? Puis en fait non, c'était clairement la pilule, parce que quand j'ai arrêté, j'avais de nouveau tout qui fonctionnait correctement, tu vois, j'avais de nouveau tip top. Et puis aussi le fait que, tu vois, je buvais par exemple juste un verre de vin et j'étais vraiment pas bien. J'avais besoin de vomir, j'étais toute ballonnée, vraiment pas bien. Là, je devais vraiment rester assise, sinon je savais que j'allais vomir, et puis la plupart du temps je vomissais alors que c'était un verre d'alcool.
Alors que maintenant, je peux refaire la fête. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas une grosse consommatrice, mais je veux dire, j'ai plus du tout ça. Et c'est vrai que j'avais ça, je sais pas, je pense que c'était lié aussi. Beaucoup de migraines aussi. J'ai plus autant, enfin j'en ai toujours un petit peu, mais c'est vrai qu'il y avait une période, j'en avais toutes les semaines, quoi. Mais c'est vrai. Enfin, du coup, c'est que avec du recul, Des trucs plus comme tard, ça. que tu t'es rendu compte. C'est fou quand même de se Ouais. dire, il y a des Qu'en fait, femmes qui c'était sont pas plus normal. envies, Ouais. Tu vois, puis Puis tu te elles ont dis, jamais, enfin, elles ont peut-être jamais de leur vie ce recul. ouais. Puis tu te dis, tu vois, moi, vu que je travaillais sur un ordi, bah, tu te dis, bah, peut-être que je dois acheter des lunettes de vue, que j'ai des migraines à cause de ça, donc j'avais été Ouais, ou à acheter. cause de la lumière bleue. Mais oui, donc j'avais été voir dans une boutique de lunettes, faire des tests et tout. Après, il me disait, oui, alors vous avez un problème de vue à cet œil-là, peut-être que votre cerveau, il essaie de compenser, ce serait bien que vous mettez des lunettes si vous avez des migraines. Enfin voilà, tu vois, j'ai cherché des solutions. Après, j'ai investi dans des lunettes, ça m'a coûté je sais plus combien cette histoire en plus. Et puis, C'était pas... puis après, je mettais ces lunettes, mais j'avais toujours des migraines. C'était pas du tout lié à ça, tu vois. Et en fait, quand j'ai arrêté, la pilule, je me suis rendu compte que cette période de ma vie où il y avait tous ces soucis, c'était sûrement lié à ça parce qu'en fait, j'avais plus tous ces soucis. Après, quand tu lis des témoignages ou des choses comme ça, et tu vois qu'en fait, des personnes ont vécu certains symptômes, enfin, les mêmes symptômes que toi, tu dis, ouais, en fait, il y a d'autres femmes qui ont vécu la même chose, c'est pas juste moi qui a déliré, tu vois. C'est fou. Il y a tellement d'effets secondaires. Ouais, encore les risques de thrombose, si t'es dans la famille et tout. Moi, j'avais aussi énormément peur de ça, tu vois. Et puis du coup, la réaction de ton entourage, c'était... Alors, t'as eu des réactions choquées ou... Alors, mon père, comment dire? Alors, ma grand-maman, elle s'est fait ligaturer les trompes à l'époque. Puis, comment te dire qu'à l'époque, c'était un autre combat, hein. Parce que leur génération, déjà, c'était encore haut. Hein, t'imagines, si c'est déjà tabou à notre époque, imagine à l'époque de nos grands-parents. Et en fait, elle avait eu le contact par un cousin du chirurgien. Et puis, bref, du coup, je crois qu'elle le connaissait, enfin, tu vois, genre, du bistrot, tu vois, elle le connaissait, enfin bref, parce qu'elle travaillait dans un bistrot. Puis du coup, un jour, elle va lui parler, puis elle dit, oui, toi, tu opères et tout, écoute, moi, j'ai un service à te demander, j'ai envie de me faire ligaturer les trompes. Puis tu vois, c'était un truc qui, je pense, en plus de ça, dans les grandes villes, ça se faisait peut-être vers Lausanne, Genève, mais ici, on Valais, voilà, quoi. Puis, elle a réussi à discuter avec lui, puis à se mettre d'accord. Puis, elle a dit, mais il me faut l'accord du mari, parce que tu vois, à l'époque, tu devais avoir l'accord du mari. Donc, mon grand-papa, pas de souci, il a dit, bah oui. Puis alors, ma grand-mère était hyper moderne pour les gens à l'époque, tu vois. Elle avait pu se faire opérer, puis voilà. Donc, ma grand-maman était assez ouverte d'esprit quand je lui en ai parlé, tu vois. Moi, je savais même pas qu'elle avait fait ça aussi. Donc, c'était drôle. Puis elle dit non mais moi je te comprends avec ces cochonneries de pilules et tout, enfin voilà. Mais voilà, un petit pincement au cœur pour les petits enfants, tu vois. Mais après bon, elle savait parce que moi j'en ai toujours parlé à ma famille que je voulais pas d'enfants. Enfin tu vois ça c'est depuis que je suis gosse que je leur dis ça, enfin voilà. Mais je pense qu'ils ont quand même une petite lueur d'espoir que un jour peut-être tu changes d'avis puis que finalement t'as envie d'enfants. Ma maman ouais, petit pincement au cœur aussi, mais après, voilà, elle a dit: «C'est ton choix» et puis, enfin, tu sais ce que tu veux et c'est totalement OK, tu vois? Elle était pas du tout, à me faire la morale ou quoi que ce soit, vraiment pas. Puis par contre, mon père un peu plus triste, enfin, tu vois, ma maman et ma grand-maman, ça les impactait pas trop. Enfin, en gros, elles ont fait le deuil en mode, oui, c'est officiel, elle en veut vraiment pas, puis elle en aura jamais, tu vois? Mais mon papa, je pense qu'il avait quand même un petit peu d'espoir. OK. Et du coup, quand j'en parlais et tout, «Ah non, mais c'est trop dommage quand même, tu peux pas dire ça», enfin voilà. Après moi, c'est mon choix et puis ce que les autres disent, je m'en fous. Donc ça m'impactait pas trop. Et du coup, quand je me suis fait opérer, ma famille était au courant, mais pas mon père. Mon père, je lui en ai informé quand c'était fait, tu vois? Parce que je voulais pas qu'il essaye de me dissuader ou tu vois, de... Donc déjà avant, tu savais que lui, il aurait peut-être pas une réaction. Ah, mais je savais, ouais. Enfin, après, il est pas du tout méchant, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus le truc hyper trash ou quoi, mais c'est juste que, voilà, lui, ça le touchait un peu plus, on va dire. Et puis, du coup, ouais, mon père, il l'a appris après coup, mais ma maman et ma grand-maman, c'était au courant depuis un moment, elles savaient déjà quand j'allais me faire opérer et tout, une année avant, tu vois, enfin.
pas une année avant, mais dès que j'avais pris rendez-vous, quoi. Puis après les copines, non, ça va. Elles, tu vois, c'est des copines que j'ai depuis que je suis toute petite, Donc elles te donc connaissent aussi. voilà, et elles savaient mes choix aussi depuis longtemps. Comme moi, je savais leurs choix, tu vois, donc elles étaient aussi assez compréhensives là-dessus. Puis après, c'est un peu les gens que tu connais pas qui vont être plus dans le jugement parce que forcément ils te connaissent pas, ils savent pas toute la réflexion que tu as eue là-dessus, que ton choix il est clair depuis longtemps. Enfin, ça peut être un peu plus choquant quand tu discutes puis d'un coup tu dis moi je suis stérile parce qu'en fait j'ai pris le choix d'être stérile, tu vois, et ça peut être choquant pour certaines personnes parce qu'ils disent mon Dieu, mais moi je connais quelqu'un par exemple qui a voulu avoir des enfants puis qui était stérile et puis c'est horrible parce qu'en fait elle arrive pas à en avoir et puis voilà, t'as vraiment deux ambiances. Après non, dans mon entourage franchement tout le monde a été assez bien, enfin tout le monde a été bienveillant, ouais. Bah trop bien. Ouais. Et je pense que c'est pas le cas de tout le monde et ça peut être dur pour certaines personnes et je pense que certaines personnes malheureusement vivent pas la vie qu'elles souhaiteraient par la pression de l'entourage. Puis du coup pour perspective voilà d'avenir bah c'est bon, après tu vois comme je t'ai dit, moi j'ai discuté avec des femmes qui étaient plus en rétrospective de leur vécu, mais du coup si tu veux en parler, après pas de pression parce que tu peux très bien dire je ne sais pas où je serai, comme moi tu vois, je sais pas où je serai l'année prochaine, donc ouais. Mais si t'as déjà un peu la vision globale de comment ce qui te passionne dans la vie, tes projets, tes envies, parce que du coup t'as tellement de place pour ça, ça doit être quand même hyper. Enfin moi comme je veux pas d'enfant non plus, je me dis mais c'est tellement. Tu peux vraiment t'attaques la vie, tu te dis mais j'ai tellement de. Comme t'as dit financièrement, t'as quand même de la place plus pour tes projets, tes passions. Mais c'est ça. Auto-entrepreneuse aussi. Ouais. Je sais pas si tu veux aussi en reparler vite fait, mais que t'as quand même fondé ton entreprise. Oui, c'est vrai. Aussi hyper jeune. Oui. Mais quel âge quand t'as fondé On avait 20... Enfin, moi, j'avais 20... Je sais pas, je crois 23. Mais c'est vrai aussi, tu vois, tu te dis, en fait, tu vas pouvoir profiter de la vie pour toi. Et de nouveau, ça revient sur le truc où les gens disent, mais c'est égoïste. Mais en fait, c'est pas égoïste puisque je n'ai pas d'enfant, donc je suis pas égoïste envers quelqu'un. C'est juste que je me fais passer peut-être avant, mais parce que j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de vivre ma vie pleinement. Et il y a quoi de mal à ça, en fait Si t'as envie de vivre une vie de famille, et que c'est ta destinée, en quelque sorte, et que t'as envie de vivre une vie de famille, vas-y, fonce. Si t'as envie de vivre ça, fais-le. Mais si t'as pas envie et que tu veux pouvoir aussi, profiter de vivre des choses pour toi, et voilà, c'est ok aussi, tu vois. Je prendrais presque le point de vue, je sais pas c'est le point de vue capitaliste, mais si t'investis moins dans une famille, des enfants, t'investis plus dans la société parce que du coup, tu peux plus travailler. Je me dis aussi ça, tu vois, genre pour le mec qui voudrait pousser la chose, t'es égoïste. Non, je suis pas égoïste parce que du coup, je me donne plus pour, tu vois, typiquement, tu crées ton entreprise, tu fais encore plus marcher la société entre guillemets, tu vois. Tu fais un enfant, tu fais marcher la société parce que il y aura plus de consommation, etc. Mais moi, j'aime bien ce truc de, tu peux plus donner. Déjà, tu te donnes plus toi aussi. Enfin, oui. Non, je sais pas. C'est difficile de dire ça parce que, c'est quand t'as un enfant, tu le donnes. Et du coup, beaucoup à ta famille, à ton enfant, j'ai l'impression. Enfin, tu vas consacrer. Toute partie de toi qui te consacre à ça. Tu vas consacrer. Et au final, c'est pas ça qui est plus égoïste. Tu vois, si tu prends le truc retourné. Parce que si tu te donnes à tout le reste qu'il y a autour. Après, c'est normal, tu vois, quand t'as un enfant, toute ta vie, elle change. Donc, tu vas devoir consacrer toute ta vie à cet être. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est pas négatif, hein. Mais tu vas devoir t'en occuper déjà quand il est bébé, mais après, quand il grandit aussi, tu vas faire les devoirs, l'amener à l'école. Enfin, je veux dire, c'est toute sa vie qui va tourner autour de ça. Et tu dois te consacrer à cette personne. Enfin, c'est normal. Enfin, si t'es une bonne personne, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Donc du moment qu'il est né, tu sais que toute ta vie, tu vas devoir la consacrer pour cet être et devoir t'en occuper et jusqu'à ce qu'il aille, même quand il arrive à 18 ans, même, enfin, je veux dire, tu continues de t'en occuper. Enfin, c'est normal, tu vois. Et en fait, tu sais que toute ta vie va changer. Et je pense qu'il faut en avoir conscience aussi quand tu mets au monde un enfant, parce que des fois, il y a des personnes qui prennent une claque parce qu'en fait, ils se rendent compte que leur vie d'avant, c'est fini, quoi, et que t'es obligé de changer.
de prendre un nouveau rythme, de vivre pour cette personne en quelque sorte. Et moi, typiquement, quand on dit que c'est égoïste, je sais pas. Moi, je me vois pas consacrer toute ma vie à un autre être. Enfin, j'ai besoin. Je suis aussi une personne assez sensible. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir des moments de calme pour moi, de prendre soin de moi. Je me verrais pas être à la course, à devoir travailler comme une folle, à devoir m'occuper encore d'un enfant. En fait, j'ai besoin aussi d'avoir ce calme dans ma vie. Alors après, oui, bien sûr, je pense que tu peux trouver des moments pour toi, mais il faut pas se leurrer. Enfin, Tu dois faut quand même rester penser à la réaliste. babysitter. Tu vois, Oui, genre, faut rester réaliste. Enfin, ta vie, elle peut pas rester comme avant quand t'as un enfant. De toute Ouais. façon, ça bascule. Je veux pas dire que c'est négatif, hein. Mais il faut prendre conscience que de toute façon, ta vie va basculer dans une autre orientation. Et moi, j'ai besoin aussi de penser à moi avant de me consacrer à quelqu'un d'autre, peut-être, et de pouvoir me dire, ben voilà, si aujourd'hui j'ai envie d'aller me promener tranquille ou que j'ai envie de faire autre chose, que j'ai du temps à disposition pour faire ce qui me plaît et puis de vivre ma vie pleinement. Enfin, c'est des petites choses de la vie, mais les petites choses de la vie qui font plaisir, tu vois. Que peut-être tu aurais plus le temps si tu dois t'occuper d'un enfant. Alors après, tu vas me dire, les mamans, elles vont trouver plein d'activités à faire avec leurs enfants et elles vont adorer ça. Mais de nouveau, parce qu'elles ont l'instinct maternel et puis que ça leur fait plaisir de vivre ça. Mais moi, j'ai pas du tout cette envie-là, tu vois. Et puis aussi une chose, aussi dans ce qu'on disait avant, qu'est-ce qui m'anime et tout ça, moi j'adore les animaux. Donc aussi ce que je disais à mon conjoint, c'est que si un jour tout d'un coup on a vraiment un vide dans notre vie puis qu'on a besoin de combler quelque chose, ben on ira à la SPA puis on ira se prendre des chiens, tu vois. Ah, ça occupe, hein. Et ça occupe et c'est comme des enfants. Et tu vois, je me suis dit, c'est à la retraite, on a un petit vide et puis on se dit, oh là là, tu vois, on n'a pas eu d'enfant ou j'en sais rien. Je me dirais, tu sais quoi, tant mieux qu'on n'aura pas pu en avoir parce qu'on sera obligé d'aller chercher un chien à la SPA qui attend une famille depuis des années et puis on pourra lui donner une belle vie puis s'en occuper, tu vois. Et puis il y a aussi ce truc-là où, je sais pas, j'ai l'impression que mon temps que je vais investir dans des bonnes choses, dans des bonnes causes. Alors, si t'as un enfant, oui, pour toi c'est une bonne cause de bien t'occuper de lui. Mais moi, j'ai l'impression que mon temps, il est précieux aussi et que je dois le consacrer dans des choses qui ont plus de sens. À mes yeux, peut-être, tu vois. Bah, comme Gaïa, je pense, ça vient aussi c'est lié quand même aussi à la santé des femmes. Oui. À ce... Complètement, ouais. Du coup, Gaïa, pour les gens qui connaissent pas, c'est une marque de lingerie menstruelle. Et du coup, je pense que ça vient aussi de ce désir d'éviter les produits chimiques dans les protections et tout ça. Oui, donc moi, je ne dure que par ça. Aussi de cette envie de juste couper les trucs chimiques, on sait même pas ce qu'il y a dedans et qu'on se pose pas la question. Et aussi un lien avec les produits cosmétiques aussi, chercher ce qu'il y a vraiment dedans, qu'on se rend pas compte de la merde qu'on met dans notre bouche, sur notre peau, tout le temps, sur nos cheveux, enfin vraiment tout. Et il y a tellement de trucs où on réfléchit pas. Et aussi par l'alimentation. Et le fait de ne pas non plus exploiter les animaux, c'est tout lié du coup. Oui, je pense qu'on mais est c'est très vraiment touché par les mêmes problématiques je aussi. pense une ouverture d'esprit qui se fait à tous les niveaux. Enfin, une prise de conscience, autant au niveau de l'alimentation, au niveau de ton mode de vie, de ton rapport à la société, tout ça. Enfin, ouais, c'est une ouverture d'esprit sur plein de points. Donc le fait de pas vouloir d'enfant, c'est un point parmi tant d'autres, tu vois, par rapport aussi aux choix que tu fais dans ta vie. Ouais, enfin je disais, tu vois, des animaux, enfin que tu veux t'investir ouais, à la limite j'irai faire du bénévolat pour m'occuper de chats ou j'en sais rien, tu vois. Je prendrais tellement de plaisir. Ça me remplit de joie, tu vois, de consacrer mon temps à une cause comme ça. Je prendrais plus de plaisir à investir mon temps là-dedans que d'avoir un enfant. Enfin voilà. Après c'est peut-être un peu banal dit comme ça, mais en gros, il y a des choses qui vont t'animer beaucoup plus que d'autres. Et puis de pouvoir, t'investir dans des bonnes choses. Des choses qui ont du sens pour soi. Parce que si tu t'ennuies dans ta vie, il y a d'autres trucs. Il y a des choses à faire. Dans lesquelles investir. C'est ce que je me dis à chaque fois aussi. Mais en fait, si je m'ennuie un jour, la première chose qui va me venir à l'esprit, c'est pas d'avoir un enfant pour combler, tu vois. Oui. Tu parlais de combler. Tu sais, je me dis, s'il y a vraiment des gens qui font un enfant pour combler, entre guillemets, c'est triste parce que justement ils ont eu cette réflexion de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je veux dans la vie, à quoi je veux investir, enfin dans quoi je veux investir mon temps, qu'est-ce que je veux donner à la société entre guillemets, au monde, tu vois. Et puis
Donc, Moi, est-ce que tu veux tellement laisser bien l'entreprise de lingerie menstruelle. C'est typiquement un truc, une cause à la fois écologique, à la fois pour la santé des femmes. Enfin, c'est un Puis, tu lien vois, aussi. la question aussi, c'est qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Enfin, moi, j'ai envie de faire bouger les choses. Bah, aussi avec Gaïa, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert, il y a beaucoup de femmes qui se sont ouvertes à ce type d'alternative. Enfin, on était les premières en Suisse quand on a lancé ça. C'était très tabou. Enfin, en Suisse, ça, les pas gens du tout connaissaient connu, pas ouais. beaucoup, tu vois. Et puis, bon, maintenant, on va fermer la société après 6 ans d'activité. Mais on se rend compte qu'en fait, on a planté une graine qui a fait germer plein d'autres petites fleurs. Enfin, ça a ouvert beaucoup de femmes sur la question, et puis beaucoup de femmes ont testé ce type d'alternative et l'ont adopté. Et puis, en fait, ça nous a permis enfin, voilà, on a planté une petite graine, mais qui a touché beaucoup de personnes. Et maintenant, il y a même plusieurs marques en Suisse qui se sont lancées, genre, je sais pas combien il y en a, mais peut-être 5-6, tu vois. Et je pense, on a aussi lancé un peu le mouvement au début. Ça a permis de vraiment ouvrir l'esprit des femmes sur ça, en tout cas en Suisse. Et en fait, le travail, il est fait, quoi. Et c'est pour ça aussi que je me dis, on arrête après 6 ans, mais c'est pas grave. En fait, vous avez laissé un héritage. Le plus important, qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous? C'est ça qui est précieux, tu vois. Et on se dit, en fait, on a réussi vraiment à sensibiliser un maximum de gens là-dessus et à changer les habitudes de plein de femmes. On a permis aussi peut-être à d'autres marques de se lancer. Enfin, nous, on les voit pas forcément comme des concurrents, tu vois. Et ces autres marques ont permis aussi de faire leur travail, tu vois. Et en fait, c'est parti d'une petite graine et c'est ce qu'on a fait germer avec notre projet, tu vois, au début. Et le travail, pour moi, il est OK. Et je suis totalement sereine d'arrêter aujourd'hui. Et je me dis, en fait, c'est juste trop bien ce qu'on a fait, parce que si tu regardes, il y a 6 ans en arrière, c'était pas du tout comme ça ici, et il y a vraiment quelque chose ça a permis de faire bouger les choses, quoi. Et ça, c'est hyper valorisant, en fait. Et tu vois, c'est trop bien, je trouve. Ouais, merci. Et du coup, je me dis, tu vois, des projets comme ça, mais moi, j'ai envie d'en faire plein. Bon, là, j'aurais pas l'énergie de me relancer dans un nouveau projet, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on peut investir notre temps, du fait qu'on n'a pas cette vie de famille, on peut investir notre temps dans des choses qui ont du sens et qui peuvent vraiment faire bouger les choses, et des choses qui sont importantes pour l'écologie et pour la société. Puis juste de pouvoir créer aussi, comme la photo aussi, c'est une contribution. Alors ça, c'est plus une passion, mais c'est vrai que c'est aussi, enfin, moi je trouve que ça devrait être plus mis sur le pied d'égalité, la profession, les passions, enfin, parce qu'au final, tout est lié dans une personne, parce que t'as aussi envie tu vois, quand tu crées quelque chose, je trouve ça, il y a aussi cette envie de donner, de laisser quelque chose derrière, de susciter des émotions, de la beauté, sensibiliser les gens. En plus, la nature et tout. Enfin, aussi la photo de gens et tout, mais je trouve dans le fait de créer, tu vois, quand tu fais un enfant, au final, tu crées quelqu'un. Oui. C'est un peu ce truc aussi. Moi, j'avais discuté typiquement avec mon ex qui avait un peu ce truc de dire, mais un enfant, tu vois, j'aurais un enfant aussi pour me dire, tu peux transmettre des valeurs, tu peux avoir cette continuité, un peu moi, je trouve que c'est un peu égocentré d'un côté un petit peu égocentré de se dire, je crée quelqu'un et puis c'est pour la continuité. Pour la continuité de la famille. Et puis... Mais est-ce que c'est vraiment, du coup, parce que c'est un besoin que t'as profond en toi, que tu veux vraiment, ou bien c'est plus pour dire, oui, je veux créer un héritage. C'est vraiment, c'était valeurs. Des fois, c'est aussi un énorme truc de créer une personne. Donc, vraiment, tu le fais pour toi, pour tes valeurs, pour la personne que tu crées, parce qu'après, faut se dire, c'est une personne à part entière. Elle peut bien tourner, entre guillemets, comme mal tourner, et puis est-ce que tu ressentirais la même chose si tout d'un coup, c'est pas comme tu l'as imaginé, tu vois. Enfin, je sais pas. Souvent, on me dit, ouais, mais alors quand t'auras 60 ans, c'est qui va s'occuper de toi? Mais alors, s'il te plaît, ne fais pas des enfants pour pas te retrouver seule. Enfin, si tu fais des enfants juste pour pas être seule quand tu seras vieux, c'est triste, quoi. Enfin, faut que t'aies un autre intérêt, parce que c'est pas possible. Et puis, en plus de ça, tu vois, notre société aujourd'hui, c'est triste, mais les vieilles personnes se retrouvent dans des homes, dans des maisons de retraite, et puis personne vient leur rendre visite. Donc, si vous espérez faire des enfants pour pas vous retrouver seule, tu vois, moi, je vois, encore, je travaille à 60%, donc j'arrive un peu à aller voir ma grand-maman, mais quand ma maman travaille à 100%, mes cousins travaillent à 100%, mon frère à 100%, personne n'arrivait à aller voir ma grand-mère.
je veux dire, au bout d'un moment, quand on me sort cet argument, ça me fait un peu rire parce que dans la société aujourd'hui, tu vois bien que les personnes âgées, c'est triste, mais elles se retrouvent seules, même si elles ont de la famille, parce qu'en fait, on vit à 3000 à l'heure et qu'on n'a juste pas le temps, en fait, dans notre vie active de dire, aujourd'hui, je vais aller voir grand-maman et puis passer la journée avec elle, quoi. J'avais discuté de ça aussi avec... dans mes précédentes discussions, justement, je posais la question, est-ce que vous avez aussi des amis qui aussi n'ont pas eu d'enfants, avec qui vous pourrez se faire un réseau, entre guillemets, de personnes du même âge, et puis pour garder aussi ce lien social, plus t'avances dans les années, plus peut-être tu t'éloignes des amis qui ont des enfants, tu vois, il y a un peu ça aussi, cette peur. Moi, de mon côté, pour l'instant, ça va. Mais je me dis aussi peut-être les années venant, si tous mes amis et tout autour de moi ont des enfants, puis qu'ils se consacrent plus à leur famille, on va pas se cacher que tu peux quand même moins voir tes amis quand t'as une famille et tout. Il y a un peu ce truc de est-ce que vraiment je vais me retrouver seule vieille fille avec 30 chats, tu vois, en couple ou pas, on ne sait pas, voilà. Ouais, j'aime bien cette idée aussi de connecter avec des femmes aussi qui n'ont pas eu d'enfants. Ouais, c'est intéressant. On garde contact en tout cas. Oui, c'est clair. On reste en contact. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est triste un peu. Les personnes âgées. Comme tu dis, quoi. En plus de se dire, oui, tu fais des enfants pour s'occuper de toi, ou pour la retraite. Qui c'est qui va remplir les caisses de la retraite, c'est horrible. C'est vrai qu'en France aussi, faites des enfants. On vit dans quoi comme dystopie, tu vois. Je trouve c'est un peu une dystopie. Mais... Je me coupe un peu de certaines actualités, on va dire, pour éviter de tomber dans le nihilisme total, parce que si t'es au courant de trop de trucs... moi, je suis aussi assez sensible. J'en ai parlé à ma psychologue qui m'a dit aussi, mais certains trucs, tu es obligé de te couper. Surtout depuis le Covid, avec ma mère, on s'est rendu compte. Ok. Tu dis les médias. Hein. Ouais, les médias. Ouais, à fond. Ouais, je dis les actualités, les médias, en fait. Et... Après, oui, il faut quand même être au courant de la base. De bien sûr. Mais après, tu peux aussi... Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils broient du noir, surtout. Et puis, tu vois, typiquement, ma grand-maman, de nouveau... du coup, comme elle est souvent seule, elle s'occupe à regarder la télé et puis elle regarde tout le temps les nouvelles et tout. Et en fait, du coup, à chaque fois que je la vois, elle nous ressasse tout ce qu'elle a entendu aux nouvelles, et puis la guerre, et puis les morts, et puis les arnaques, et puis lui, il s'est fait poignarder, et puis l'enfant là, il s'est fait violer, et puis en fait, elle voit que les trucs négatifs. Puis on est là, mais ma grand-maman, éteins-moi cette télé, parce qu'en fait, ils te font un lavage de cerveau, là, et c'est hyper orienté. Et ça la tire vers le bas, quoi, et elle a juste pas besoin de ça encore, tu vois. Et c'est très négatif, en fait. Tout ce qui est dans les médias, c'est toujours, en tout cas, majoritairement, du négatif. Parce que tu vois tous les malheurs du monde condensés dans les nouvelles, tu vois. Tu peux rien faire. Moi, il y a un peu ce truc de... pourquoi, connaître tout ça, oui, bon, t'es au courant. Puis ça te met des sujets à table avec tes collègues ou je ne sais quoi. Et tu peux pas agir. Au final, tu peux pas agir dessus. Alors moi, j'aime bien aussi cette idée de agir comme on peut à notre échelle, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien lire les actualités régionales. Pour me dire, si je vois un truc, je dis, il y a telle expo pas loin, j'y vais, il y a telle discussion, conférence, ça m'intéresse, ou bien même si j'y vais pas, j'en parle autour de moi. Et puis c'est un peu des trucs, vraiment faire concrètement des choses, tu vois, parce que savoir le fait divers de je sais pas trop où, puis c'est toujours à côté de conneries, tu vois, genre tu vois typiquement t'auras une photo de massacre dans une zone en guerre, et puis à côté t'auras le fait divers de je sais pas l'anniversaire de Gertrude, je sais pas, tu vois, et des trucs qui n'ont rien à voir, et j'ai l'impression que ça, comme t'as dit, ça lave le cerveau aussi j'ai l'impression presque que ça désensibilise, tu vois, parce que tu te dis, des morts, il y en a tout le temps, presque Osef, et puis à côté, t'as le scoop de la star de je sais pas quoi. Je suis très déconnectée, peut-être c'est plus du tout ça, les journaux. Je suis connectée, mais
sur les trucs qui m'intéressent, tu vois, les trucs créatifs, les animaux, comme toi, tu vois, les nouveaux restos véganes qui ouvrent, les nouveaux trucs. J'aime bien aussi, pour les artistes et tout, suivre un peu l'actualité dans les pays, des sujets. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font avancer plus que relater des faits, et puis c'est toujours tellement filtré par. Tu peux plus avoir surtout si c'est des nouvelles de l'autre côté de la terre, c'est passé par tellement de filtres selon quel média, selon la situation politique. Si c'est transformé, si c'est romancé différemment pour te mettre dans un tel camp, enfin tu vois. Ouais, il y a de la manipulation aussi. Rien qui peut être neutre du tout. Tu peux pas vraiment te faire ton propre avis, enfin. Puis si t'as pas été toi sur place pour voir si c'est vrai ce qu'ils te disent, enfin. C'est clair. Après il y a des médias alternatifs justement qui arrivent à être un peu plus qui débunkent un peu ce qui est raconté des fois dans les médias classiques, tu vois. Ouais. C'est vrai que si t'as pas quelqu'un sur place qui vraiment vit le truc, c'est impossible de se faire un avis vraiment objectif. Ouais, j'aime bien l'idée de pouvoir aussi contribuer, peut-être être moins renseigné sur ce qui se passe, puis pouvoir apporter sa petite pierre à l'édifice. Ouais. Oui, bien sûr, tu peux impacter la société, mais comme t'as dit, par effet un peu papillon, tu plantes une graine, et puis après elle prend ou pas, tu vois. Mais si tu continues à planter des petites graines toute ta vie. Enfin, ça devient très métaphorique du coup, mais, mais j'aime bien cette idée de pouvoir s'investir à son échelle ici dans des choses qui t'inspirent, quoi. Ouais, j'ai aussi cette vision, parce que je veux pas d'enfants, mais j'ai l'impression que, j'encourage les gens aussi qui veulent des enfants à s'investir dans d'autres trucs. Enfin, je peux pas influencer le choix des gens non plus, mais suggérer. Ouais. Parce que du coup, au niveau toi, t'as juste jamais eu l'envie, mais est-ce qu'on t'a posé la question? Est-ce que c'était par écologie que tu voulais pas avoir d'enfants, ou par féminisme, ou tu vois, un peu avec les tendances? Oui, on m'a posé la question, mais tu vois, écologie, les gens, ils auraient pu penser que c'était ça, vu que j'ai eu vraiment une période où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était alternatif et tout ça, pour réduire mon impact environnemental, et j'ai changé plein de choses dans mon mode de vie. Mais en fait, c'est depuis toujours que j'ai pas voulu d'enfant. Donc c'est pas ça qui m'a fait un déclencheur. Mais on va dire que on t'a posé quand même la question. Oui, mais c'est vrai que c'est un critère supplémentaire, parce que tu sais pas les enfants qui naissent aujourd'hui, dans quelles conditions ils vont grandir, comment la société elle va tourner, tu vois, s'il va y avoir de la sécheresse, problème de récolte ou tout ça. On sait pas dans quelles conditions ils vont grandir avec le réchauffement climatique et tout ce qui bouge. Donc c'est aussi à ce niveau-là, ce qu'on disait des fois avec mon chéri, c'est on nous reproche d'être égoïste de ne pas avoir d'enfants, mais est-ce que ce n'est pas aussi égoïste de mettre un enfant au monde dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui sans savoir l'avenir qu'il va avoir? Donc tu le fais pour toi, pour ta vie de famille, pour ton plaisir personnel d'avoir ta vie de famille aujourd'hui, mais quand il aura 30 ans, ton gosse, dans quel monde il va vivre? Est-ce que tu as pensé à ça aussi? Il y a aussi, on peut aussi parler d'un côté égoïste à ce niveau-là, tu vois. J'ai aussi eu cette période de remise en question où j'essayais de trouver plein de raisons, dont la raison écologique, dans la raison machin. Et puis, au fond, après, à la fin, ma mère, elle m'a dit, mais arrête. Un jour, elle m'a dit, mais arrête. Arrête de te mettre la pression, parce que je me mettais la pression aussi un peu toute seule, entre guillemets, à cause de, ce qui s'était passé avec mon ex. Mais elle m'a dit un jour, mais arrête. T'as pas à te justifier. T'as pas envie. C'est ça, tout. Et en fait, on n'a pas besoin de se justifier. Mais c'est vrai que ça fait un critère supplémentaire. Quand tu penses, quand tu te poses vraiment la question, tu te dis, oui. Ça ne fait que rajouter aux raisons. Ouais, c'est ça. Ça rajoute une couche, en fait, Après, il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants juste à cause de la raison écologique. Ouais, j'ai aussi entendu. J'avais entendu ça aussi. 2-3 personnes. Ouais. J'ai entendu. Ouais, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ouais, non, c'est clair. Non. Chaque femme, chaque personne, chaque choix est différent et unique. Hormis tous les trucs négatifs, beaucoup de trucs positifs à venir. Toi, du coup, tu te fais pas de soucis pour l'avenir. Non. Ouais. Non. Donc, continue à clôturer le chapitre Gaïa. Ouais. Et pouvoir continuer en voyager aussi. Tu vois, profiter de ces choses-là aussi. T'aimes bien voyager? Ouais. Mais après, je dis pas que c'est un critère principal, mais tu vois, de se dire, en fait, toute ta vie, tu auras aussi cette possibilité cette liberté, ouais. De pas forcément avoir d'attache qui t'empêcherait de vivre certaines choses, tu vois.
Déjà, même si t'as un chien, tu dois Oui. t'organiser pour le faire Ouais. regarder gratuitement. Ouais, complètement. Un enfant. Mais donc non, je me fais pas trop de soucis. Après, tu sais, je suis pas non plus du genre à tout planifier. Moi, je prends un peu la vie comme elle vient, donc on verra où je serai dans 10 ans. Trop bien. Ouais. T'angoisses pas trop. Non. Faut pas. Non, tant mieux. Ok. Bon, moi non plus. Enfin, j'ai eu... ouais. T'as eu une période. Entre fin de l'année passée, parce que du coup, je travaillais à 70%, j'ai eu un stage d'une année à 50%, plus mon 20% que j'ai, et du coup, qui s'est fini en octobre l'année passée. Et quand ça s'est fini, j'ai eu ce 50% en moins, parce que du coup, c'était un stage, ils te foutent loin après. Ouais, tu tu vois, les gardes pas. comme beaucoup en graphisme, Voilà. tu vois. Et bon, du coup, j'ai postulé, puis j'avais déjà une période où je faisais beaucoup de postulations. J'ai eu une période de chômage aussi directement après les études, et avec l'ORP, rendez-vous, je sais pas si t'avais... Oui, j'ai vu ça aussi. Et du coup, j'avais l'impression de revenir à la case départ, vraiment ce truc. Alors que j'avais encore mon 20%, mais ça m'a fait un gros vide aussi, 50% en moins. Du coup, ça, c'était fin octobre l'année passée. Du coup, novembre, décembre, c'était la grosse crise existentielle de mon avenir pro, de mon avenir de couple aussi. Il y avait énormément d'incertitudes avec mon copain. Donc, j'étais vraiment au fond du bac. Je pense l'hiver a pas aidé, tu vois. Mon Dieu, ouais, pas de soleil, le froid. Ouais, j'ai eu un peu cette crise. Bon, après, je suis partie au mois de janvier chez ma tante, passer un peu de temps avec ma grand-mère, prendre du recul aussi, parce que moi, ça m'aide vachement de changer d'environnement. Et puis après, j'ai commencé à avoir ma psy depuis février, là. Puis ouais, que des hauts et des bas cette année. Je sais plus pourquoi je disais ça. Pour ouais, du coup, je me faisais énormément d'angoisse pour l'avenir à ce moment-là, puis pendant toute cette année aussi, énormément d'incertitudes. Aussi avec ma relation et professionnellement. Où là, du coup, je suis célibataire, donc il y a ce gros changement là qui est arrivé il y a pas longtemps. Mais d'un côté, ça m'a quand même enlevé de l'angoisse pour l'avenir, parce que je me projetais beaucoup avec lui. Ouais. Et là, du coup, j'ai pas le choix que de me projeter toute seule. Enfin, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes projections. Ouais. Bah ouais. Parce que lui arrivait pas du tout à se projeter. Du coup, ça me faisait beaucoup d'angoisse. Parce que moi, je me projetais avec lui. Ouais. Mais lui arrivait pas. Ouais. Mais du coup, d'un côté, il y a cette moins d'angoisse pour la relation. Je m'angoissais beaucoup pour notre relation. Il y a cette angoisse en moins. Puis professionnellement, je suis en train de penser à la reconversion. Ouais. Avec le domaine du sport, que j'adore aussi. Et sport et éducation, du coup, vu que ce serait des cours à des enfants. Parce que j'ai fait des remplacements scolaires, du coup. Bon, alors du coup, c'est avec des enfants. Oui, du coup. Mais c'est aussi différent. Le rapport avec les enfants est quand même différent. Si t'es mère, que si t'es prof. Alors oui, ça te fait plus d'enfants d'un coup. Mais tu rentres le soir chez toi, puis t'as plus d'enfants, tu vois. Mais du coup, j'ai fait pas mal de remplacements scolaires. Puis cet été, j'ai fait un camp de vacances avec des enfants adolescents entre 8 et 14 ans. Où on faisait du VTT et des activités sportives. Et c'est une toute autre dynamique. Parce qu'à l'école, les enfants, ils sont chiants parce qu'ils veulent pas être là. Mais là, du coup, camp de vacances, ils sont là, ils font du sport, donc ils peuvent se dépenser. C'est à l'extérieur, donc t'as pas la salle de classe qui résonne sur 20 gamins. T'as moins d'enfants aussi. En plus, c'est du sport, donc, et du sport qu'ils aiment eux, donc ils sont beaucoup plus à fond sur les activités. Et du coup, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup. Et en plus, c'est, tu vois, toujours un chalet à la montagne, donc ça te fait aussi ce dépaysement, entre guillemets. Puis là, je suis en train peut-être de me dire que je vais peut-être me reconvertir là-dedans. Donc, et puis garder toujours le graphisme. À côté. Et, toujours en tout cas un truc créatif, artistique, que ce soit le graphisme ou le tatou ou les expos, à voir comment ça s'imbrique après, parce que c'est plein de petits bouts à gauche à droite. Mais et puis ça, ce serait pas avant le printemps, donc encore cet hiver un peu bricolé avec des mandats et des trucs. Mais ouais, du coup,
Du coup, ouais, peut-être je travaillerai avec des enfants. Mais oui, tu vois. Comme quoi. Que j'avais toujours dit, oui, non. Si je veux pas d'enfants, je veux en tout cas pas en faire mon métier. Enfin, en tout cas, faire prof, c'était niet, tu vois. Ouais, non. En plus, refaire une école, choper et tout. Parce qu'il y avait ce truc aussi, après l'école de graphisme, je trouvais pas de job. Je me disais, mais est-ce que je fais pas prof? Parce que là, t'es sûr que t'as du job, quasi. En plus, en école primaire, surtout. Moi, j'ai fait beaucoup de remplacements, donc je voyais qu'il y avait de la demande. Ouais. J'ai fait des remplacements avec juste un diplôme de graphisme. Même pas de papier pédagogique, rien. Je me disais, bah, c'est quand même un peu facile. T'as un diplôme, tu peux aller remplacer. Ouais. Puis j'avais des classes entières. Tu vois, j'ai fait des remplacements d'un mois entier, presque tous les jours. Après, c'était beaucoup de cours de travaux manuels, du coup, mais quand même, j'ai fait de la gestion d'une classe et j'y connaissais rien, tu vois. Ouais. Toi, t'en as fait? J'ai fait justement, j'ai subi du mobbing dans une boîte. Puis j'étais stagiaire en plus. Et en gros, ils me tenaient un peu parce que je gagnais genre 1000 francs par mois, je crois, un truc comme ça. Puis j'avais pas de revenus, j'étais plus chez mes parents, donc moi j'avais besoin de ces 1000 francs. Puis en mode c'était, si je me casse, j'ai plus rien. Et je suis dans la merde. Donc je suis restée un bon moment, mais sauf qu'au bout d'un moment, c'était juste plus possible. Et du coup, j'ai posé ma démission du jour au lendemain, je me suis cassée. Et genre, il fallait absolument que je trouve quelque chose, tu vois. Et ma maman, elle était institutrice. Et elle m'a dit, mais ça tombe à pic parce qu'en fait, on a une prof qui part en congé maternité, puis c'était la prof des travaux manuels. Ah, pratique. Et elle m'a dit, avec ton CFC de graphiste, en fait, tu peux la remplacer. Et c'était 6 mois. Ah ouais? Ou je sais plus combien, je crois que j'ai pas fait 6 mois parce qu'après il y avait les vacances ou je sais plus, il y avait un truc comme ça. Je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 mois de remplacement, tu vois. Ouais. Et puis j'ai eu toutes les tranches d'âge du coup et je faisais que les travaux manuels. Donc j'ai bien aimé, tu vois. Un peu moins avec les grands parce que c'était un peu plus chiant. Mais avec les petits, c'était encore assez cool. C'était une bonne expérience. Mais après, par contre, j'étais contente de finir, tu vois. Ouais, pareil. On va dire que je me voyais pas du tout faire ça de ma vie, tu vois. Ouais, ça a bien c'était dépanné. bien, ça m'a bien dépanné pendant une période, mais ouais. T'en rêvais pas la nuit non plus, Non. C'était des terreurs. Non. Parce que moi, pendant un mois, là, 2-3 fois, j'ai rêvé des élèves et je fais... Mais non. Ouais, un peu... déjà, toute la journée, c'était long, mais si t'en rêves la nuit, je me suis dit, peut-être un mois, c'est bien. Ouais. Ouais, comme je t'ai dit, j'avais quasi tous les jours. Enfin, j'avais aussi toutes les classes, du coup, de la 2H à 8H, ou 3H à 8H. Du coup, de 8 à 12 ans. Ouais, par là. Je pense 7 à 12 ans. 12, ouais, max. Du coup, ça faisait pas mal, c'était assez intense. Mais après, contente d'avoir fini. Mais ça a été une bonne expérience aussi. C'est toutes des expériences à prendre. Puis après d'avoir vu le truc, les jeunes à l'extérieur, je me dis, ils sont mieux à l'extérieur qu'à l'école. Donc là, en plus, si ça touche des sports que j'aime. Mais sinon, prof... Puis refaire une école, parce que tout ce truc de Piracef pour faire le prof de travaux manuels, mais c'est quand même 2 ans ou 3 ans. Tu sais, t'as déjà fait puis si tu toute ton école, après tu recherches du travail, tu fais déjà des mandats. En plus t'avais déjà travaillé tout. Non, mais déjà travaillé en entreprise. Si après 3 mois t'es content de finir. Parce que maman, elle m'avait dit, mais forme-toi là-dedans et tout. T'avais aussi dit. Ouais. Je dis non. Ouais. C'est pas pour moi. Ah, mais c'est bien si t'as pu faire ça. Mais aussi. Comme ça, moi, aussi, c'était ok, comme ça, tu t'as pu voir aussi que tu voulais pas, parce que je me dis, il y a peut-être des étudiants, ils font l'uni ou les puis il a chopé direct, puis d'un coup, sans avoir d'expérience du tout, puis après, c'est pas leur truc, ils font des burn-out et tout. Non, possible. Faire des expériences. Je pense que ça doit arriver quand même. Oui, ma maman, elle l'a dit, hein, il y a des jeunes qui ont commencé, maintenant elle est à la retraite, mais qui disaient, non mais moi je peux pas faire ça toute ma vie. Puis qui venaient de commencer, tu vois. Ça faisait 2 ans peut-être qui bossaient, puis que ils allaient pas tenir le coup, quoi, tu vois. Et ça devient compliqué aussi, hein, avec les enfants. Mais ça devient compliqué. Elle disait, tu vois, il y a de plus en plus de cas compliqués, qui sont pas pris en charge, que tu dois gérer toi dans ta propre classe. Et puis ça perturbe toute la classe, et puis t'as des cas qui sont violents et... moi j'avais déjà remarqué à quel point c'était différent que comme nous quand on était en primaire,
l'autorité, Puis t'as plus rien droit de faire, t'es surtout. pas respecté. Ouais, puis les parents Les parents se viennent. retournent contre Ouais, toi. il y a petits une enfants. mère qui m'a appelé sur mon portable. Ouais, il y en a Parce une, que elle a- j'avais grondé son gamin à la récré, parce qu'il embêtait les autres. Ouais, Elle m'a appelé sur mon portable le lendemain à 7h du matin. Ouais. J'étais là, ah, pardon. ouais. Bon, ça, c'était une erreur à la direction d'avoir donné mon numéro privé aussi, Ouais. parce qu'ils avaient une réunion la veille au soir. Ah, ouais. Catastrophe. Et puis moi, j'étais, oh mon Dieu. Ouais. Elle va porter plainte. Ah, mais il y en a une, elle a porté plainte contre ma mère. Ah Parce qu'il y ouais? en a un qui tapait les autres élèves. Puis c'était récurrent, tu vois, ça, depuis le début de l'année. Et puis un jour, elle l'a attrapé par le t-shirt, tu vois. Et puis il était au fond de la classe. Puis du coup, elle l'a, parce que il avait frappé justement une autre élève. Puis Ouais, elle pour l'a les séparer. Voilà, ouais. donc elle l'a agrippé, puis elle l'a plaqué contre l'armoire, tu vois. Puis je pense, elle a pas trop contrôlé sa force, parce que sur le moment, tu dis, mon Dieu, il faut que j'arrête la situation. Elle l'a agrippé, puis voilà. Mais elle l'a pas tapé, rien, tu vois. Elle l'a juste, dit, maintenant t'arrêtes, tu vois. Et la maman, mon Dieu, vous avez agrippé mon fils, vous l'avez plaqué contre l'armoire, c'était violent, je sais pas quoi. Et puis elle a voulu la mettre en procès et tout, et ma mère elle était à me dire, mais je risque de perdre mon job à cause d'un sale gamin en quelque sorte, tu vois. C'est quasi ce qui s'est passé avec moi. En plus, là, moi, la remplaçante, je me suis dit, oh mon Dieu, Ouais. j'ai encore moins d'autorité que les profs. Déjà Ouais. qu'ils en ont peu. S'il y a une Ouais. mère qui vient à l'attaque, ça va plutôt elle. Puis au final, ça avait donné sans suite. Mais du coup, Ouais. ta mère aussi, ça avait donné Ouais. sans suite. Mais bon, après aussi parce que le directeur savait. Que c'était Parce que- un problème. Oui, parce que dans les classes précédentes, il y avait aussi eu plein de soucis. Enfin, tu vois, depuis qu'il est arrivé dans l'école, il y avait des soucis avec tous les profs. Chaque année, c'était rebelote, quoi. Puis les parents, ils se remettent pas en question, c'est ça le pire. Alors que quand t'as des plaintes toutes les années, que ton fils n'est pas stable et qu'il embête les autres élèves Ouais. et tout, au bout d'un moment, faut peut-être se remettre en question. Mais je pense peut-être que les parents, ils veulent pas. Parce Ouais. qu'ils disent, non, nous, on a éduqué notre enfant. Voilà. Exactement. Peut-être un peu par... Par déni. Ouais, par déni, puis par ego, peut-être. Ils se disent, non, mais ça va. Enfin... Mhm. Et puis, bien sûr, c'est l'ange à la maison, tu vois. Mhm. Il fait jamais rien de normal. Mhm. Enfin, voilà. Mais du coup, est-ce qu'on va finir là-dessus Quelle note sur, positive. en tout cas, ouais, finir sur une note positive, que tout est bien qui finit bien. Tout ne fait que commencer pour toi, pour nous. Oui. Et puis, merci infiniment de cette discussion. On pourrait continuer des heures, vraiment, sur tout et sur rien, mais... Enfin, Ouais. sur tout et rien, mais... Parce que ça m'intéresse trop aussi, le vécu. Et en plus, il y a tellement de choses dont on peut parler par rapport à les perspectives. Et puis, Ouais. on a quand même beaucoup de similitudes dans notre formation. Oui, c'est vrai. Dans, ouais. C'est vrai. Je savais même Mais pas que pareil. t'étais graphiste non plus, je sais pas. Et tu es végane. Oui, non, c'est clair. Ouais, C'est que vrai. tout, que ouais, moi, ça m'intéresse à fond. Bah, comme je t'ai dit, Gaïa, franchement, félicitations Merci. d'avoir fait tout ça. Ouais, C'est pas merci. rien aussi de pouvoir dire d'avoir été auto-entrepreneuse dans sa vingtaine. Ouais, Ça c'est vrai. a fonctionné pendant 6 ans quand même, c'est pas Oui, rien. oui. Même si c'était une petite partie accumulée avec plein de Mhm. choses, mais Ouais. c'est trop bien. Non, c'est vrai. Tu laisses l'héritage, comme t'as dit, des petites graines plantées. Puis comme vous avez lancé le truc et tout. Et puis ouais, pour la suite, pour la photo, Ouais. Ouais. ça continue. Bah, la vie change et puis tu te lances dans d'autres projets et tout, de libérer du temps pour faire d'autres choses. Enfin, Ouais. En tout c'est cas, cool. on reste en contact. Et puis Oui. ça m'a trop fait plaisir de te voir après des années aussi. Oui. C'est clair. Faut l'occasion, mais tu Ouais. sais, des fois on reconnecte comme ça. Ouais. Et puis typiquement, on trouve des similitudes Ouais. de fou. Donc merci beaucoup. Mais merci à Trop bien. toi. J'espère que c'était intéressant parce que Bah ouais. chaque Vraiment. histoire est différente, mais ouais, j'espère que mon témoignage peut apporter quelque chose, quoi. Bah c'est sûr. En tout cas, tu verras ce que à t'en moi, tu vois, déjà, je fais ce projet aussi pour moi de base. Parce que depuis que j'ai eu cette remise en question, j'avais dans l'idée de rencontrer des gens qui avaient vécu le ne pas avoir d'enfant. Rien que pour moi, tu vois. Ouais. Et là, de rencontrer en plus, rencontrer, on se connaissait déjà, Ouais. voilà. Mais d'avoir aussi cette personne de ton âge qui a la même vision, un Ouais. peu, Mais c'est rare. tu vois, si on reste en contact Mhm. de plus ou moins proche, Mhm. on aura aussi ce truc de se dire, je finirai pas toute seule dans le pire des cas, tu vois. Quand on je finirai aura pas 8 toute seule enfants. avec des poules et des chats, tu vois. Enfin, Ouais.
des poules ou des chats, Ouais. ou les deux, Les deux. ou bien dans un sanctuaire pour animaux. Ouais. Mais ouais, de partager. Bah aussi, comme je te disais, du coup pour moi ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Et puis aussi ça apportera forcément, à d'autres À femmes, à d'autres d'autres gens, pour ouvrir l'esprit. Mhm. Je trouve moi j'écoute pas mal de podcasts aussi, donc c'est clair que ça Mhm. élargit tellement ta vision Mhm. sur tout plein de sujets. Mhm. Et puis même des sujets, j'aime bien avoir toujours les deux côtés, tu vois, de se dire t'écoutes des expériences Mhm. de gens qui ont vécu, qui n'ont pas vécu, enfin qui ont vécu certaines choses, d'autres Ouais. qui ont vécu autre chose. C'est comme en politique, tu vois. Et je me dis, Il faut j'aimerais écouter les toujours deux. avoir la vision des deux côtés. Ouais. Mais si t'écoutes que la vision que tu veux, oui, forcément, Là, c'est clair. ça va te rester dans ce cocon de tes idées. Mhm. Mais typiquement, j'ai écouté des podcasts sur la maternité aussi, Mhm. de vécu de femmes qui ont des enfants. Mhm. Puis chaque histoire est différente aussi. Bien sûr, ouais. Et puis ça m'a pas forcément donné envie d'en avoir. Ouais. Je me dis, vraiment, ça ouvre l'esprit aussi d'avoir de tout, quoi. Ouais. Donc, trop bien. Merci beaucoup. Merci à Chloé pour cette conversation et pour tout ce qu'elle a partagé avec nous. J'espère que cet échange vous aura autant touché et intéressé que moi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Ni Mère ni Moins. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager le podcast autour de vous si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un nouveau témoignage.